Bon, on va y aller. Voilà, on est un peu en retard sur le programme, mais c'est habituel. Donc, je ne vais pas essayer d'aller trop vite parce que j'ai posé quand même pas mal de questions sur le texte de Green. Donc, on va reprendre du coup la séance sur les dilemmes moraux. Donc, juste pour résumer, la dernière fois, j'avais fait un peu le résumé de comment était un peu apparu le dilemme du trolley et comment on était passé d'une question purement philosophique à une question qui était en partie psychologique, celle de savoir par exemple à quel point on pouvait se fier aux intuitions sur le dilemme du trolley. Intuition qui embêtait une certaine partie des philosophes, en particulier les utilitaristes, qui aimeraient bien pouvoir les disqualifier, puisque ça simplifierait quand même la construction de théorie, de se dire qu'on n'a pas besoin de prendre toutes ces intuitions-là en compte dans l'édification d'une théorie, parce que quand même l'utilitarisme en général, c'est une théorie qui est très jolie, parce qu'elle est très simple. Ce serait bien qu'on n'ait pas à essayer de rendre compte d'intuitions aussi bizarres sur des cas particuliers. Et arrivé à l'article, enfin plus ou moins à la théorie sur laquelle portait l'article que je vous ai demandé de lire, qui est la théorie de Joshua Green. Donc la théorie de Green, donc Green c'est quelqu'un qui a lu Unger, c'est quelqu'un qui est clairement très inspiré par Unger, et qui propose quelque chose qui va un peu dans le même sens, mais avec un certain nombre de distinctions. Déjà, il faut voir que Green, il va inscrire sa théorie dans un cadre qui est beaucoup plus large, qu'on retrouve beaucoup en psychologie, c'est le cadre de ce qu'on appelle les théories duales. Alors, qu'est-ce que c'est les théories duales en psychologie? C'est des théories qui s'appuient sur la distinction entre deux systèmes. Alors, on va définir ce que c'est un système, c'est vraiment très large, il ne faut pas y voir un truc vraiment très construit. L'idée en psychologie, qu'on distingue entre le système intuitif et le système réflexif, entre ce qu'on appelle le système 1, le système 2, selon les choses, c'est l'idée que quand on regarde les différents types d'activités, de processus psychologiques qui nous traversent l'esprit, il y a deux grands types. Il y a des choses qui se passent dans notre esprit de façon automatique, inconsciente et sans effort. Par exemple, là je prononce des mots pour que vous puissiez, a priori vous arrivez à comprendre, sinon c'est un peu que j'ai dans ma tâche, mais on part du principe que vous comprenez ce que je dis. Et quand on essaie de reconstituer psychologiquement, neurologiquement, toutes les étapes qui doivent être traversées pour que vous compreniez cette phrase, c'est immense. Il faut déjà couper le spectre sonore en phonèmes, ensuite il faut articuler les phonèmes en mots, puis les mots en phrases. Faut que les phrases, on leur donne un sens, puis il faut qu'on prenne en compte le contexte dans lequel ces phrases sont énoncées pour savoir exactement ce que je veux dire. Donc, et tout ça, vous le faites sans aucun problème. Vous n'avez pas conscience de toutes ces étapes, en général. Je veux dire, je dis une chose, vous percevez... Je prononce une phrase, vous percevez cette phrase comme ayant du sens. Donc ça, ce sont des processus intuitifs. Un autre processus intuitif, c'est aussi la vision. Là, par exemple, aussi la perception visuelle, vous voyez le monde tel quel, mais en fait, si on reconstitue tout ce qui se passe dans votre cerveau pour que la perception visuelle soit possible, c'est un bordel sans nom. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte du système visuel, c'est vraiment le truc le plus infâme qui peut exister. C'est plein de boîtes partout qui sont connectées par plein de fils, il y a plein de trucs qui se passent, mais vous n'en avez pas conscience, vous voyez juste le monde tel quel. Donc l'idée, c'est qu'il y a un premier type de processus psychologiques qui sont des processus automatiques. En fait, la façon dont on les définit en général en psychologie, c'est en disant, en général, ces processus-là, vous n'avez accès qu'à l'output du processus, c'est-à-dire au résultat. C'est-à-dire, il y a toutes ces opérations qui se passent dans votre cerveau, mais vous, le sens apparaît directement dans votre esprit, le monde vous est donné à travers le monde tel quel, vous n'avez pas l'impression que les choses sont données telles quelles. Les émotions aussi font partie de ça, etc. À l'inverse, de l'autre côté du spectre, il y a ce qu'on appelle les processus conscients, volontaires et pas automatiques, et qui demandent des efforts. L'exemple classique, c'est si vous faites un exercice de mathématiques très difficile, vous allez avoir la sensation vive de chaque étape du raisonnement que vous allez élaborer. Vous allez les sentir passer. C'est à vous de faire l'effort de continuer le raisonnement, parce que si vous vous laissez aller, il ne va plus rien se passer. Vous demandez des efforts et vous êtes conscient de ce que vous faites. Par exemple aussi un raisonnement philosophique, lire une page de Hegel, tout ce que vous voulez. Donc en gros, c'est l'idée qu'il y a deux grands types. Alors après, on peut discuter de savoir si c'est vraiment d'une dichotomie ou s'il faut traiter ça comme une sorte de continuum entre le plus automatique et le plus conscient. Mais vraiment, l'idée de système 1, système 2, c'est pas l'idée que votre cerveau est divisé en deux parties, qu'il y a deux zones spécifiques dans le cerveau. C'est vraiment une classification en fait des processus psychologiques entre ceux qui sont intuitifs, automatiques, et dont vous percevez uniquement le résultat, et ceux qui sont volontaires, qui demandent des efforts, et dont vous percevez la plupart des étapes intermédiaires. Est-ce que tout le monde est OK là-dessus? Ou est-ce que... Oui? Est-ce qu'on peut aussi considérer les intermédiaires un peu entre deux, ou c'est vraiment... Alors comme je dis, oui, parce qu'il y a cette idée qu'il y a des conceptions de la distinction qui est plutôt que c'est un continuum, et
Parce que même dans les choses automatiques, il y a des choses qui semblent demander plus de ressources et d'attention que d'autres, en fait. Un exemple, c'est par exemple la perception du sens pragmatique des énoncés. Vous savez, l'idée c'est que quand je dis une phrase, ça a un sens littéral, mais ça a aussi un sens que je veux communiquer qui n'est pas le sens littéral. Par exemple, si je dis à quelqu'un à table, passe-moi le sel, mon fils me répondra, non, est-ce que tu peux me passer le sel? Mon fils me répondra oui, mais ne me donnera pas le sel. Parce que, en fait, c'est la réponse littérale à la question, il est capable de me passer le sel. Mais en fait, ce que je lui demande, et ce que la plupart des gens comprendront, c'est que, en fait, je veux qu'il me passe le sel, en fait. Quand je dis « est-ce que tu peux me passer le sel ?» ça veut dire « passe-moi le sel », par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect pragmatique de la communication. En général, on le fait plus ou moins automatiquement, mais si on met les gens sous stress, ils ont quand même plus de mal à le faire que pour l'aspect purement littéral. Donc c'est quelque chose qui n'est pas complètement conscient, mais qui demande déjà plus d'efforts que d'autres choses qui sont plus automatiques. Donc clairement, il y a une sorte de spectre un peu continu. Mais l'idée, c'est que là, on parle vraiment d'idéal type sur les deux extrémités du spectre. Est-ce que ça va comme ça? Donc, cet aspect-là, il n'y a pas du tout dans les théories de Unger que j'avais proposées. Unger, c'était vraiment l'idée qu'il y a des jugements spontanés qui reflètent nos vraies valeurs, puis des jugements spontanés qui ne reflètent pas nos vraies valeurs morales. Il n'y a pas cette idée que certains sont plus réflexifs ou plus intuitifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être particulier à la théorie de Green. Mais par contre, sa distinction, ce n'est pas du tout lui qui l'invente. C'est quelque chose qui reprend à une littérature psychologique, en partie économique, assez abondante. Donc, est-ce que tout le monde est OK avec cette distinction pour la suite? OK. Donc, ah oui, il y avait une question qu'on m'avait demandé, c'est je me demande dans quelle mesure l'affirmation de Green est juste lorsqu'il dit que le réglage automatique, donc le système intuitif, du cerveau humain est toujours actif. S'il dit que par défaut nous sommes sur le mode actif, mais que celui-ci ne s'éteint pas en mode actif, alors je serais enclin à dire que dans des cas d'extrême conscience, certains réflexes ne s'activent pas. Un exemple bête serait de ne pas avoir le réflexe de rattraper mon téléphone qui tombe au moment où je suis extrêmement concentré sur quelque chose. Donc l'idée, effectivement, quand il veut dire que c'est toujours actif, c'est que, effectivement, oui, non, même les processus automatiques ont quand même besoin d'un... ce qui fait que, par exemple, si vous êtes très concentré sur une tâche et que des gens parlent autour de vous, peut-être que vous n'allez même pas décoder ce qu'ils disent, en général. Donc, même le système automatique a quand même besoin d'un certain nombre de ressources, que tout votre esprit ne soit pas concentré sur autre chose. L'idée, c'est plutôt que par défaut, il est là, quoi. Vous n'avez pas besoin de volontairement l'activer. Est-ce que ça répond à la question de la personne qui a posé cette question? C'est bon? Voilà. Alors, la deuxième particularité de la théorie de Green, c'est qu'elle va se concentrer sur le contraste entre déontologie et utilitarisme. C'est aussi important à souligner parce que pour Unger, on ne parle pas de déontologie ou d'utilitarisme. On parle des gens qui ont raison, comme lui, et puis des gens qui ont tort. Plus ou moins. Et, voilà. Et puis, en fait, on dit clairement que lui, il n'a jamais compris ce que ça voulait dire déontologie. Il comprend utilitarisme, ça désigne une théorie, mais déontologie, en gros, ça veut dire tout ce qui n'est pas utilitarisme, donc je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Ce qui n'est pas une critique pas complètement, fondamentalement fausse, mais bon, ça c'est une autre question sur laquelle on ne va pas s'attarder. Donc effectivement, bon, est-ce que tout le monde voit un peu ce que c'est le contraste entre déontologie et utilitarisme, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des doutes? Bon, la façon dont je définis la déontologie ici, un peu comme Green, c'est juste l'idée que il y a des cas où le fait de savoir si une action est mal ou bien ne dépend pas uniquement de ses conséquences ou du fait que ses conséquences maximisent quelque chose, quoi. Voilà, donc c'est vraiment défini en creux par rapport à l'utilitarisme. La déontologie n'a aucune identité propre. Tout volé, elle se définit entièrement en réaction à l'utilitarisme. C'est terrible. Oui? Ouais. Alors, l'utilitarisme, c'est une théorie morale en philosophie qui considère que la valeur morale, pour juger si une action est bonne ou mauvaise, il faut regarder ses conséquences et uniquement ses conséquences. Et que dans tout contexte donné, ce qu'il faut faire, ce qu'il est bon moralement de faire, c'est de choisir l'action qui apporte le plus de bien qui maximalise le bien-être et minimalise le mal-être. Et la déontologie, c'est un ensemble de théories, il n'y a pas vraiment une théorie, qui dit non, il y a certaines actions qui sont mal, qu'importe les conséquences qu'elles peuvent avoir ensuite. Donc l'idée, c'est que par exemple, dans certains cas, torturer quelqu'un, ça peut être interdit, ça peut être mal, même si vous comptez en tirer des informations qui sauveront le monde. Voilà, donc, voilà, si vous êtes un héros de série qui n'hésite pas à torturer les gens pour tirer des informations et arrêter la bombe et pour sauver plein de gens, vous n'êtes pas très déontologique dans un certain sens. Mais on peut avoir des déontologistes qui autorisent la torture, c'est pas le problème. Il faut juste qu'il y ait au moins une ou deux actions quelque part qui sont interdites, quoi que les gens, quoi que soient les conséquences. Donc c'est vraiment voilà, une définition
Voilà, l'idée, c'est que la fin justifie pas toujours les moyens, d'une certaine façon. Alors, c'est pas une définition très... mais c'est à peu près ce que les gens ont en tête dans ce débat, donc ça suffit pour rendre compte de ce débat. Alors, quelqu'un qui dit « L'article n'explique pas bien la différence entre réfléchir déontologiquement et de manière conséquentialiste. Ce n'est pas l'expérience du trolley qui permettrait de distinguer ces deux façons de juger. » Donc vraiment, ce que Green fait, c'est qu'il dit « Voilà, il n'utilise pas réfléchir de manière déontologique et réfléchir de manière conséquentialiste, que il veut pouvoir dire qu'un jugement est déontologique ou conséquentialiste, indépendamment des raisons qui ont mené les gens à formuler ce jugement. Ce qui est une critique sur laquelle je ne vais pas rentrer en détail, mais une critique a souvent été faite en disant, voilà, mais si quelqu'un dit, voilà, pousse le type sous le train pour arrêter, pousse le type sous le train parce que c'est rigolo, selon sa définition, ça va compter comme une réponse utilitariste, alors que bon, ça n'a pas l'air très utilitariste. Donc lui, il dit juste, voilà, il dit pas réfléchir, mais juste réponse. Il dit, voilà, il y a des jugements, des réponses utilitaristes, des jugements, des réponses déontologiques. Et sa définition, c'est que j'appelle réponse déontologique une réponse qu'on pourrait plus facilement justifier à partir de théories déontologiques qu'à partir de théories utilitaristes. Et une réponse utilitariste, une réponse qu'on pourrait plus facilement justifier à partir de théories utilitaristes que de théories déontologiques. Voilà, donc c'est défini à partir des théories, quoi, des théories philosophiques. Donc l'idée, c'est que c'est plus facile pour un utilitariste de justifier qu'il faut détourner le train sur une personne pour en sauver un 5, parce que, bon, voilà, si vous êtes utilitariste, la justification se présente tout le temps. Par contre, si vous devez justifier pourquoi il ne faut pas pousser une personne sous le train pour en sauver 5, d'un point de vue utilitariste, vous allez un peu plus ramer, tandis qu'un déontologiste pourrait dire « Ah bah oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas tuer les gens, quoi. » Quelque chose comme ça. Est-ce que ça va comme réponse pour ça? Oui? Il y avait une question? Non. Alors, mais plus important, et ça correspond à d'autres questions qui m'ont été posées, Green dit lui-même qu'il utilise la réponse utilitariste et la réponse déontologique de manière très particulière, c'est-à-dire que il prend des termes philosophiques, mais il ne veut pas dire que les gens ont des théories philosophiques dans la tête, en fait. Hein, c'est vraiment ça, il veut vraiment le définir. Il dit juste qu'il pense que les différentes théories philosophiques qui existent, déontologie et utilitarisme, elles existent parce qu'elles reflètent une sorte de tension à l'intérieur des êtres humains, une sorte de chose, un phénomène plus fondamental qui est que chez les êtres humains cohabitent deux façons de raisonner, sur la morale, deux façons de penser à la morale, une façon qui correspond plus aux théories déontologiques et une façon qui correspond plus à l'utilitarisme. C'est pour ça que dans le texte que je vais donner, il utilise une petite étoile pour parler de déontologie et d'utilitarisme. Déontologie et utilitarisme, c'est les théories, et déontologie étoile et utilitarisme étoile, c'est ces trucs à l'intérieur de la cognition humaine, de l'esprit humain, qui s'expriment à travers ces différentes théories philosophiques. Et donc il va parler de ça d'abord, mais après il va essayer d'en tirer des conclusions pour les théories philosophiques. Donc il y a une sorte de va-et-vient entre les deux. Donc il parle vraiment de l'idée que c'est ce qu'il appelle des psychological natural kinds, que c'est des types naturels psychologiques. C'est vraiment des entités psychologiques qui existent naturellement, la déontologie et l'utilitarisme. Dans l'esprit humain, il y a une forme de raisonnement déontologique, une forme de raisonnement utilitariste. Et donc la théorie de Green, je pense que vous l'aurez compris, mais je le dis quand même à voix haute, c'est l'idée que la plupart du temps, les jugements déontologiques sont le fruit du système 1, de réactions automatiques, inconscientes, qui se traduisent dans des émotions. Et la plupart des jugements utilitaristes sont le fruit du système 2, c'est-à-dire d'une réflexion d'un calcul coût-bénéfice. Dans quelle action va maximiser le bonheur et minimiser le malheur, etc. Donc ça, c'est la première grande particularité de sa théorie, c'est de dire, voilà, il dit les jugements caractéristiques psychologiques sont soutenus de façon préférentielle par des réponses émotionnelles automatiques, alors que les jugements caractéristiquement conséquentialistes sont sous-tendus de façon préférentielle par un raisonnement conscient et un certain type de contrôle cognitif. Contrôle cognitif qui sert à écarter les réponses intuitives et à les empêcher de perturber le raisonnement conscient. Est-ce que tout le monde se va là-dessus? Voilà. Alors, du coup, ça, c'est sa théorie. Quels sont les arguments en faveur de sa théorie? Donc, le premier argument, vraiment, le premier papier qui est sorti, c'est celui de 2001 dont je vous avais parlé, qui est vraiment un des premiers articles, qu'on pourrait parler aussi de philo expérimental. Et c'est un papier qui a beaucoup de problèmes, qui n'a pas forcément bien vieilli, mais c'est quand même un grand classique du champ. Dans ce papier, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des gens dans une IRM fonctionnelle. Tout le monde voit à peu près ce que c'est une IRM fonctionnelle, il n'y a pas besoin de... Ça va? Ouais. Donc quelque chose qui repère l'activité cérébrale. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. L'idée, c'est que c'est censé... L'IRM fonctionnel est censé détecter quelles zones du cerveau sont plus activées, il y a plus d'activité, parce qu'en fait,
Quand il y a plus d'énergie qui est dépensée dans une zone du cerveau, elle va avoir besoin de plus de nourriture pour se restaurer. Donc il y a plus de sang qui va affluer, puisque c'est le sang qui transporte les sucres. Et ce que fait l'URM, c'est qu'elle détecte en fait le mouvement du sang dans le cerveau. Parce que le sang est chargé de façon magnétique à cause des molécules de fer. Donc ça permet de voir quelles zones ont une sorte d'activité un peu plus supérieure à celle d'une autre condition à laquelle on compare en fait. Donc les gens sont dans l'IRM et ils vont répondre à 3 types de dilemmes d'une certaine façon. Il y a un type de dilemme dont je ne parlerai pas et dont on ne parlera pas trop parce que c'est des dilemmes contrôle, c'est-à-dire c'est des dilemmes dans lesquels en fait la personne fait des choix non moraux. Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais ça pourrait être quelque chose du genre voilà, la personne doit choisir si elle utilise du sucre blanc ou du sucre roux pour faire son gâteau, quoi. Ok. Est-ce que c'est approprié d'utiliser elle décide d'utiliser du sucre roux à la place du sucre blanc. Est-ce que c'est approprié d'utiliser du sucre roux à la place du sucre blanc? Donc vous voyez, rien de très incroyable. Donc ça, c'est un peu une sorte de condition de base, quoi. C'est les choix, mais non moraux. Et ensuite, il y a 2 autres types de vignettes qui mettent en scène des dilemmes moraux. Et ces dilemmes moraux, ils tombent dans 2 catégories qui vont être très utilisées dans la littérature, mais qui ne sont pas toujours distingués de la même façon, pas toujours bien distingués. C'est ce qu'ils appellent les dilemmes personnels et les dilemmes impersonnels. Donc les dilemmes personnels, qu'est-ce que c'est? C'est un dilemme dans lequel la personne fait une action, par exemple pousser l'homme sous le train, dans laquelle l'action remplit ces 3 critères. On peut s'attendre à ce qu'elle blesse, qu'elle amène des dommages corporels sérieux à quelqu'un. Elle est infligée à une personne particulière et pas à une personne particulière, pas des entités abstraites. Et elle est faite de telle façon que le mal est fait directement et pas en redirigeant une menace qui existait déjà. Voilà. En gros, l'idée, c'est que, du coup, si un dilemme échoue à remplir ces critères, il est impersonnel. Par exemple, le cas où on détourne le train entraîne des dommages corporels sévères, est dirigé vers quelqu'un de précis, mais par contre, ça ne remplit pas la catégorie qui est on blesse directement quelqu'un, parce qu'en fait, là, dans ce cas-là, on redirige une menace. Donc, c'est un scénario impersonnel. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'on a des scénarios impersonnels comme les cas où on détourne le train, et des scénarios personnels comme les cas où on pousse le type sous la voie. Des scénarios qui sont censés être des pairs, qui sont censés être des miroirs l'un de l'autre. Alors, on va voir que ce n'est pas vraiment le cas, mais pour l'instant, gardez un peu cette image idyllique de l'expérience dans vos esprits. Voilà, donc les gens font ça, et pour chaque scénario, on leur décrit, alors je crois que on leur décrit à la première personne. Imaginez que voilà, vous êtes par exemple sur le pont et que vous poussez la personne. Est-ce que c'est approprié pour vous de pousser la personne, par exemple? Donc, la question c'est est-ce que c'est approprié ou pas? Et du coup j'ai perdu. Non, je vais revenir à ça après. Du coup, quels sont les résultats d'expérience? Alors, il y a 2 types de résultats. Il y a des résultats d'imagerie, qui sont la chose suivante, qui est que déjà dans les dilemmes personnels, les gens sont moins enclins à sacrifier une personne pour en sauver plus que dans les dilemmes impersonnels. Hein. C'est un peu le contraste entre pousser la personne et tourner le train. Mais du coup, selon cette étude, quand les gens sont exposés à des dilemmes personnels comme celui où il faut pousser la personne sous le train, on a plus, quand on compare les émotions, on a plus d'activité dans les zones cérébrales qui sont liées aux émotions. Alors, c'est un papier qui va commencer à vieillir, donc beaucoup de gens ne sont plus trop d'accord sur l'idée que ce sont des zones émotionnelles aujourd'hui, mais là, ça dépasse mes capacités, mais c'est une des critiques du papier. Et tandis que quand les gens sont face à des dilemmes impersonnels, il y a plus d'activité dans les zones liées à la mémoire de travail. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est la mémoire de travail, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour garder en mémoire sur le moment des choses que vous faites. Donc par exemple, quand vous faites un raisonnement pour garder les différentes prémices en mémoire ou des choses comme ça. Donc quelque chose qui est lié au raisonnement en fait, la mémoire de travail. Donc ça va un peu dans le sens où les dilemmes personnels, c'est ceux où les gens ont tendance à être plutôt déontologiques et il y a plein d'émotions partout. Les dilemmes impersonnels, c'est ceux où les gens sont plus utilitaristes et là on est plus sur quelque chose de réflexif qui met en jeu la mémoire de travail. Et ensuite, on a cette chose-là qui est un résultat comportemental mais qui est peut-être plus facile à interpréter. C'est que on regarde le temps en millisecondes que mettent les gens à répondre selon qu'ils répondent que c'est approprié ou inapproprié. Si on prend les dilemmes impersonnels comme détourner le train, on voit qu'en fait les gens un peu plus rapides quand ils disent que c'est approprié de sacrifier la personne. Mais surtout, dans les dilemmes personnels, qui sont ceux où, par exemple, on doit pousser la personne sous le train, qui sont ceux qui sont censés donner des réponses déontologiques et émotionnelles,
ça prend beaucoup plus de temps de dire que c'est approprié que de dire que c'est inapproprié. Donc c'est un peu dans l'idée que d'abord les gens ont envie de répondre que c'est inapproprié, mais s'ils répondent, et pour répondre que c'est approprié de sacrifier une personne, il faut prendre plus de temps, vous voyez, dans ces scénarios-là. Donc ça, c'est les résultats. Avouez qu'ils sont un peu jolis quand même. Bon, après, il y a plusieurs problèmes avec l'étude que je vais quand même citer. Le premier problème, je vais revenir ensuite à la question qu'on m'a posée. Le premier problème, c'est que en fait, il y a beaucoup... Enfin, les scénarios sont dégueulasses, quoi. D'ailleurs, j'ai essayé de les retélécharger, mais j'ai plus accès au matériel supplémentaire sur la page de l'article. C'est triste, mais ne vous inquiétez pas, c'est gravé dans ma mémoire. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Parce que là, dans l'article, on vous présente d'un côté, on a détourné le train, de l'autre côté, on a poussé le train sous la voie, ça a l'air très bien matché, c'est des jolies paires, etc. Mais en fait, c'est la seule paire. Tout le reste, c'est n'importe quoi. Et... par exemple, vraiment, les scénarios impersonnels, qui sont censés être un peu comme détourner le train, on a juste quelqu'un qui trouve un portefeuille par terre, puis qui décide de le garder plutôt que de le rendre à son propriétaire. Et dans les scénarios personnels, on a toute une gamme de scénarios, dont certains critiques. Dans ce papier, on dit, mais en fait, c'est pas vraiment des dilemmes moraux, j'ai l'impression quand même, à moins que vous soyez un sale psychopathe. Par exemple, je vais prendre 2 exemples de scénarios qui sont donnés dedans, et je m'excuse d'avance parce qu'ils sont effectivement complètement atroces. Il y en a un, c'est un scénario qui est la chose suivante, c'est imaginez, voilà, vous avez un partenaire de vie, une femme, un mari, et il se trouve que cette personne, vous voyez qu'elle vous aime moins ces derniers temps, hein, ça marche plus très bien. Mais vous vous rappelez la dernière fois où ça avait très bien marché entre vous, c'est quand elle avait été agressée sexuellement et que vous l'aviez réconfortée et tout allait bien pendant une période. Oui, je sais, merci. Tout allait bien pendant un moment dans votre couple. Du coup, vous décidez de payer quelqu'un pour l'agresser sexuellement. Comme ça, après, tout va bien dans votre couple à nouveau. Est-ce que c'est approprié de payer la personne? Et donc, ceci est un dilemme moral, hein, selon l'étude. Et là, on se pose des questions. Et donc, ce que disent les gens de cette étude, c'est peut-être que les gens répondent très rapidement que c'est inapproprié dans les dilemmes personnels, parce que c'est juste pas des dilemmes, c'est juste clairement mal, quoi, je sais pas. Un autre exemple, c'est, bon, prostituer son enfant pour gagner de l'argent, voilà, c'est un grand dilemme aussi. Alors du coup, par exemple, ce qu'ont refait les gens de cette étude, c'est qu'ils ont dit, voilà, on a fait un peu de tri dans vos scénarios, on a gardé ceux qui étaient vraiment des dilemmes, puis ceux qui n'étaient pas des dilemmes. Alors on l'a pas fait sur... On avait des intuitions très fortes sur ce qui était un dilemme et pas, mais on a quand même regardé déjà à quel point les gens étaient d'accord ou pas. Et puis quand 90% des gens disaient que c'était mal, on se disait que c'était pas trop un dilemme en fait, quoi. Et du coup, en fait, quand on fait ça, du coup, il n'y a plus de différence dans les temps de réaction, en fait. Hein. Les gens mettent un tout petit peu plus de temps à répondre que c'est pas approprié, et sont même plus rapides à répondre que c'est approprié dans tous les types de dilemmes. Donc cet effet-là disparaît, ce qui est merveilleux. Et de toute façon, on peut... Et de la même façon, bon, c'est un peu embêtant pour ce genre de résultat, hein, parce que... vous voyez, effectivement, si vous avez des scénarios comme... Dans les cas impersonnels, vous avez des gens qui trichent sur leur CV, des gens qui gardent des portefeuilles, et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui payent des gens pour violer leur partenaire. Donc effectivement, il y a plus d'émotions dans les dilemmes personnels. C'est quand même super étonnant. Voilà, donc ça casse un peu le truc. De la même façon, voilà, il y a plus d'activité dans les scénarios impersonnels, mais en fait, si vous fouillez dans les scénarios impersonnels du papier, vous trouvez qu'il y a plusieurs scénarios du genre, imaginez que vous devez choisir entre deux politiques vaccinales, une qui va sauver qui a un tiers de chance de sauver tout le monde, et une qui a 100% de chance de sauver un tiers de la population. Donc des trucs qui demandent des calculs, et ces scénarios-là, il n'y a pas d'équivalent dans les scénarios personnels. Donc en fait, vous avez des scénarios qui demandent de faire des maths dans les scénarios impersonnels, et pas d'équivalent dans les scénarios personnels. Donc la conclusion est que c'est un peu dégueulasse comme étude quand même. Mais bon, c'est quand même une étude fondatrice, donc donnons-lui tout le respect qui est dû. Heureusement, il y a d'autres études qui ont été faites après, hein. Mais c'est toujours un peu le truc, hein. Et quand on remonte un peu aux grands classiques, on est souvent un peu déçu quand même, hein. C'est toujours un peu moins beau que dans la légende, quoi. Alors, une question qui a été posée quand même, c'était est-ce que les intervenants agiraient à la lumière de leurs réponses dans les faits réels? Il est intéressant d'observer les intuitions soulevées sur papier. Or, il manque un lien pour soutenir que l'une ou l'autre intuition fonctionne mieux dans la pratique. En quoi juger de façon rationnelle est meilleure? Alors, je vais laisser de côté la question en quoi juger de façon rationnelle est meilleure, parce qu'on va y revenir ensuite. Mais ça, c'est une question qu'on peut se dire, une question qui vient souvent. Est-ce que ce que les gens disent approprié ou pas approprié comme action dans les dilemmes moraux reflète ce qu'ils feraient? Alors j'avoue que moi, ma question, qui était celle qu'on m'a posée à ma soutenance de thèse, était « on s'en fout ». Non, en plus, c'est une vraie réponse, hein. C'est-à-dire que, ça dépend de ce qui vous intéresse. En fait, ça dépend de ce que vous pensez être l'essence du jugement moral. Si vous pensez que la fonction du jugement moral, c'est avant tout de guider votre action, c'est une question tout à fait légitime. Okay. Si vous pensez, comme moi,
que le jugement moral a principalement pour fonction de bitcher sur tous les autres membres de votre communauté et de faire le tri dans les gens, et pas du tout de guider le comportement, ce qui est la fonction du jugement moral selon beaucoup de théories de l'évolution du jugement moral. Alors du coup, le but fondamental du jugement moral, ce n'est pas de guider l'action, c'est juste de médire des autres en fait. Du coup, cette question a moins d'intérêt, vous voyez. Mais donc, je comprends tout à fait la question, et il y a quand même des gens qui ont essayé d'y répondre. Et donc je prends un petit détour pour vous parler des gens qui ont essayé de voir effectivement qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Alors il y a quelques études qui ont été faites, alors c'est dur de faire ça dans la vraie vie, hein. Je sais qu'il y a un type qui fait des émissions sur YouTube qui s'était amusé à prendre 2-3 personnes et à les mettre dans cette situation dans la vie réelle, puis en gros les gens étaient juste terrorisés de se retrouver dans cette situation et chantaient complètement, ils faisaient rien, mais c'est pas juste qu'ils n'étaient plus capables de délibérer, parce que c'est des situations un peu dingues. Et on peut se poser un peu de questions sur l'éthique de ce genre d'émission. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs qui, eux, ont besoin de soumettre leurs études à une commission d'éthique? Alors, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites en réalité virtuelle. Alors, c'était un peu le mieux qu'on pouvait faire. Et ce qui m'a toujours fait rire, parce que je ne comprends pas, c'est contre-intuitif pour moi, mais les gens sont encore plus utilitaristes dans la réalité virtuelle. Ouais. Ça m'a l'air normal. Ouais. Bah, parce qu'on se dit que de toute manière c'est pas vrai, donc au pire. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas vrai quand même dans le scénario, mais... Oui, c'est vrai, on pourrait se dire c'est comme dans un jeu vidéo. Faut maximiser le score de vie sauvée. Hein? Pour moi, la réalité virtuelle, je la vois vraiment comme dans un jeu vidéo. Donc, Ouais. bon, Moi, je refuse de faire les quêtes où il faut massacrer des trucs dans les jeux vidéo, donc on n'a pas forcément les mêmes intuitions, quoi. Mais effectivement, on va peut-être pas parler de nos insensibilités respectives. Mais voilà, donc ça c'est la réalité virtuelle. Et il y a 2-3 ans, 2018 déjà, donc c'était il y a 5 ans, le temps passe vite, il y a cette étude qui a été faite où on prenait les participants arrivés au laboratoire, on leur donnait des dilemmes moraux, un peu comme ceux de l'étude de Green, mais mieux quand même. Et ensuite, il y avait une deuxième phase de l'étude où ils étaient assignés soit la condition réelle ou la condition virtuelle. Dans la condition réelle, on leur disait, regarde, chers participants, voici une cage avec une souris et une cage avec 5 souris. Voici un timer. Dans 20 secondes, le timer va envoyer une décharge très très douloureuse aux 5 souris. Mais si tu appuies sur ce petit bouton, tu pourras le rediriger vers la cage où il y a une seule souris. Donc la personne prenait sa décision. La décharge n'était pas envoyée, je vous rassure. Et ceux qui étaient dans la condition hypothétique, on leur présentait ce cas, mais sur le papier en fait. On leur disait, imaginez qu'il y a une cage, etc., etc. Et on compare les deux, et bon, déjà, il y a l'idée que les gens sont plus utilitaristes dans la réalité que sur le papier, encore une fois, donc au moins on a une sorte de truc stable, c'est-à-dire, je crois que 16% des gens décidaient d'appuyer sur le bouton dans la vraie vie, et 16% sur le papier et 34% dans la condition réelle. Mais surtout, ce que l'expérience trouvait, c'est que, en fait, les gens qui étaient dilemmes moraux différents, le train, etc., n'étaient pas beaucoup plus utilitaristes là-dedans. Donc il n'y avait pas de lien. Après, il y a une limite quand même à cette étude, qui est qu'en général, de toute façon, on le sait, plein d'études ont été faites là-dessus, les gens sont toujours super utilitaristes en général pour les animaux. Pas dans ce cas-là, bizarrement, mais les gens ont beaucoup moins de mal à sacrifier un animal pour le bien de 5 animaux, quand on leur donne des expériences de pensée. Donc, c'est pas clair à quel point ça peut être généralisé à ce qu'ils feraient pour des humains. Mais comme on n'a pas vraiment de façon de le faire pour des humains... Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question de la personne qui avait envoyé la question. Donc il y a vraiment des gens qui vont se demander à quel point ça correspondait au comportement dans la vraie vie. A priori, pas des masses. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Ça vous dépend de ce que vous pensez être l'essence même du jugement moral, quoi. Est-ce que la décision et le jugement moral, c'est la même chose? Parce qu'il y a plein de raisons de penser que c'est pas parce qu'on fait des choses dans la vraie vie qu'on pense qu'elles sont forcément moralement bonnes, quoi. Enfin, peut-être vous, mais... mais certaines personnes, pas moi, mais certaines personnes font parfois des choses qu'ils jugent moralement mauvaises, quoi. Donc, voilà. Donc voilà pour l'étude de Green, mais il y a eu un certain nombre d'études ultérieures qui ont exploré différentes implications de la théorie de Green, et qui donnent quand même des preuves en faveur de sa théorie. Alors il y a deux grandes branches qu'il faut distinguer. Il y a les preuves en faveur de l'idée que le jugement déontologique est lié aux émotions, et les preuves en faveur de l'idée que le jugement utilitarisme est lié au raisonnement. C'est pas la même chose en fait. Vous pourriez imaginer en fait que les gens sont juste quand ils sont moralement sains, qu'ils ont des émotions, ils sont déontologiques,
et dès qu'en fait ils n'ont plus d'émotions, ils deviennent juste psychopathes et utilitaristes, vous auriez un lien entre déontologie et émotion, mais pas de lien entre raisonnement et utilitarisme, vous voyez. Donc c'est vraiment deux affirmations différentes, et les preuves ne sont pas les mêmes pour les deux choses. Alors, en faveur justement de l'idée qu'il y a un lien entre émotion et jugement déontologique, il y a des études corrélationnelles, hein, c'est-à-dire on regarde juste corrélation entre deux traits chez les gens. Par exemple, les gens qui ont des plus hauts degrés de empathic conscience, c'est-à-dire de capacité à ressentir la souffrance des autres et à vouloir prendre soin de ces personnes sur cette base-là, sont plus déontologiques et moins utilitaristes. Et à l'inverse, dans ce papier-là, il y a cette idée que les gens qui montrent un certain nombre de traits assez insensibles, comme la psychopathie. Alors on peut traiter la psychopathie pas comme un diagnostic, mais comme un trait. Hein. Ça c'est une autre question, mais il y a vraiment des échelles de traits psychopathes. Donc vous êtes tous plus ou moins psychopathes selon cette conception de la psychopathie que d'autres refusent. Hein. L'idée qu'il y en a qui pensent que ça devrait être juste une catégorie diagnostique, pas une sorte de trait. En tout cas, une mesure qui clairement mesure votre insensibilité face à la souffrance des autres. Et donc les gens qui sont plus psychopathes ou qui sont plus machiavéliens, qui pensent que c'est plus OK d'utiliser les gens comme des moyens pour parvenir à leurs fins, sont plus utilitaristes. Donc tout ça va dans le sens... Alors les gens qui ont écrit l'article sont là en disant c'était quand même un peu embêtant pour l'utilitarisme. Mais Green dit youpi, ça prouve tout ce que j'avais. Donc vous voyez, les résultats empiriques, on peut les interpréter de façon très différente. Pour l'instant, je dis juste, voilà, ça c'est les résultats. Et de façon plus intéressante, il y a tout un tas de papiers, alors là j'en cite un qui était le premier, mais il y en a d'autres, qui montrent que quand les gens ont des lésions cérébrales qui diminuent leur réaction émotionnelle, en particulier leur réaction empathique, eh ben, ils sont plus utilitaristes, au moins pour les scénarios personnels, c'est-à-dire les scénarios qui sont équivalents à pousser quelqu'un sous le train. Donc ça, c'est des patients qui avaient des lésions au cortex préfrontal. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, genre ouais, vous connaissez Phineas Gage, toutes ces choses-là, ça va? Non? Il faut quand même que je parle de Phineas Gage un tout petit peu, parce que c'est un cas connu. Donc Phineas Gage, c'est un cas du 19e siècle. Alors c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de littérature. C'est quelqu'un qui travaillait pour poser les rails en fait, de train en Amérique. Et de temps en temps, il y a des cailloux dans la voie des rochers, hein, là où on doit poser le train. Donc il faut faire exploser les rochers pour pouvoir faire passer le train. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il creusait un trou dans le rocher, il mettait de la poudre et il tassait la poudre avec un bâton. Et des fois, voilà, la poudre, elle réagissait pas super bien au fait d'être tassée par un bâton, surtout s'il fait chaud. Voilà. Donc c'est ce qui est arrivé, ça lui a pété à la tronche et le truc a traversé entièrement son crâne et il a survécu quand même. Alors il a mis un peu de temps à se remettre, mais il s'est remis. Et il avait pas mal changé de caractère. Hein. Selon la légende, mais bon, la légende est embellie. Il y a beaucoup de papiers qui ont essayé de retracer la vraie histoire du bonhomme, mais selon la légende, c'était quand même quelqu'un de très sympathique, un bon citoyen, tout ça. Puis là, c'était vraiment devenu quelqu'un d'insensible, qui ne prenait pas soin des autres, qui ne respectait pas les règles du savoir-vivre, qui perdait tout son argent au jeu, etc. Et on est au 19e siècle, et il se trouve qu'au 19e siècle, qu'est-ce qu'on a un peu partout? On a des phrénologistes. Tout le monde voit ce que c'est un peu les phrénologistes. Alors, phrénologiste est une théorie à la fin du 19e siècle, selon laquelle on peut découper le cerveau en différentes aires qui correspondent à différentes fonctions. Et puis c'est très marrant quand vous voyez les cartes des fonctions de l'époque, parce que c'est vraiment des fonctions du sens commun. Il y a la moralité, les maths, l'amour, l'amour filial, etc. Et donc, du coup, ce cas-là est venu à l'oreille d'un phrénologiste qui l'a beaucoup étudié, parce que c'était quand même un très beau cas, il faut dire. C'est-à-dire que le type savait encore parler, il savait réfléchir, mais il était devenu immoral, quoi. Donc, ça permettait quand même de localiser la zone de la moralité, ce qui était quand même assez chouette. La phrénologie n'est pas une science, je précise. Mais du coup, c'est pour ça que le cas est beaucoup documenté. Et c'est un cas qui a été remis au goût du jour il y a une trentaine d'années par un neuroscientifique qui s'appelle, alors je vais le confondre avec l'auteur de science-fiction, Antonio Damasio. Ça, c'est le bon, hein? Oui. Ouais, merci. Ouais, hein. Alain, c'est l'auteur de science-fiction. Antonio Damasio qui a fait toute une étude sur ce genre de patients. Et en gros, ce qu'il a réussi à beaucoup documenter sur ces patients, c'est que c'est des patients qui, après leur accident, perdent toute sensibilité, en fait, à la souffrance d'autrui. Mais c'est vraiment des études marrantes, hein. C'est des études où en fait on te met dans une cabine noire devant un écran puis on te montre des images de corps mutilés. Et bizarrement, chez la plupart des gens, ça crée des réactions épidermiques, vraiment. Hein. Ça change, il y a de la chair de poule, ça change ce qu'on appelle la conductance de la peau, donc on peut mesurer ces changements-là.
Puis c'est vraiment des études assez dures. Moi, j'avais un collègue qui faisait ça à Paris, puis un jour, on a une participante qui est sortie de la salle, qui est passée, sortie du labo en nous traitant de dingue. « T'es dingue !» Et puis elle n'est jamais revenue. Donc c'est pas un truc sympa, mais eux, ça leur fait rien, quoi. Ils peuvent rester là-dedans, ils n'ont pas un poil qui se hérisse, quoi. Donc ces gens-là, en particulier, sont beaucoup plus utilitaristes. Voilà, c'est bien la preuve que l'utilitarisme, c'est pas émotionnel, quoi. Voilà, est-ce que c'est à peu près clair voilà, quel est le... Donc ça, effectivement, et je ne vais pas critiquer parce qu'on a énormément de données sur le lien entre émotion et déontologie sur ces dilemmes. C'est un lien robuste, franchement. Mais après, savoir comment il faut l'interpréter, c'est complètement autre chose, quoi. Parce qu'une interprétation toute basique, c'est oui, les gens qui ressentent la douleur d'autrui ont moins tendance à vouloir leur faire du mal, quoi. C'est pas forcément très exceptionnel quand vous y réfléchissez. C'est pas parce que vous avez mis ça, c'est pas parce que vous avez divisé un scénario de trollé plutôt qu'un scénario de quelqu'un qui tape quelqu'un pour lui voler son portefeuille que ça devient miraculeusement plus étonnant, quoi. C'est pour ça qu'il faut regarder les données en faveur du lien entre raisonnement et jugement utilitarisme. Et jugement utilitariste, qui là sont... Donc là, il y a un papier dont Green est très fier, hein. C'est un papier dans lequel il a redonné encore une fois les mêmes scénarios aux gens, des dilemmes personnels, des dilemmes impersonnels. Il a un peu filtré quand même ces dilemmes personnels depuis la première étude, je vous rassure. Là, il a gardé que ce qui était des high conflict personal dilemmas, c'est-à-dire des dilemmes sur lesquels les gens ne sont pas trop d'accord, ce qui fait qu'on est sur des vrais dilemmes, donc ça va mieux. Et il a demandé aux gens de répondre à ces dilemmes, tout dans un contexte de charge cognitive. Alors qu'est-ce que c'est le principe de la charge cognitive ? Vous vous rappelez, j'ai parlé tout à l'heure de mémoire de travail. C'est l'idée que pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mener un raisonnement réflexif sur une tâche, il faut pouvoir garder certains items en mémoire, hein. Et c'est ça la mémoire de travail. C'est un peu la mémoire vive, si vous voulez, équivalent pour l'ordinateur. C'est les informations dont j'ai besoin maintenant, ici, tout de suite. Et les psychologues ont trouvé des façons de bloquer votre mémoire de travail, en fait. Hein, des choses assez sympas. Par exemple, ce qui est fait souvent, c'est qu'on fait une deuxième tâche. Par exemple, on vous demande de faire une première chose, puis de faire une deuxième chose en même temps, et en général, ça surcharge votre mémoire de travail, vous avez beaucoup moins de ressources cognitives. Et vous avez une autre chose qui s'appelle aussi le shadowing, c'est le fait de vous faire répéter des trucs à voix haute pendant que vous faites une tâche. Et ça, je ne sais pas si vous pouvez essayer, mais c'est super chiant. Enfin, devoir dire des trucs à voix haute tout en se concentrant sur quelque chose, c'est dur. Donc là, en fait, c'est pas dit tel quel, mais ça, c'est une manip qui fait les deux. Donc là, on est vraiment sur l'extrême de la mort. Comment ça se présente ? Ça se présente de la chose suivante. Vous êtes devant votre écran d'ordinateur. Vous avez le texte des dilemmes moraux qui défile comme une barre sur l'écran. Donc vous les lisez au fur et à mesure. Et en dessous, vous avez des chiffres qui défilent. Par exemple, des chiffres entre 1 et 9. Et vous devez appuyer sur la barre espace dès que le chiffre qu'on vous a demandé de détecter passe au milieu de l'écran. Vous avez deux choses à faire en même temps. Et en plus, vous devez lire le dilemme à voix haute, histoire de... voilà, c'est une tâche assez pénible. Et donc, vous faites ça, pour certains participants, et pour certains autres participants, il y a juste à lire le dilemme moral à voix haute, mais il n'y a pas besoin de faire l'autre truc en même temps. Voyez ? Donc l'idée, c'est qu'il y a une condition, celle où vous avez la tâche secondaire, où on vous demande de détecter les chiffres en même temps, qui est plus exigeante d'un point de vue cognitif, hein, qui va un peu avoir tendance à surcharger votre mémoire de travail. Et en général, dans ces cas-là, ça permet de détecter si quelque chose est automatique et demande peu de ressources, ou si c'est une tâche qui demande beaucoup de ressources. Parce que si votre tâche demande beaucoup de ressources, votre performance va se casser la gueule. Tandis que si c'est quelque chose de complètement automatique, normalement, ça devrait être très peu affecté par le fait d'avoir à faire quelque chose en même temps. Par exemple, en général, si on vous demande de faire une deuxième tâche en même temps que respirer, ça n'emballe pas votre respiration. C'est la preuve que la respiration est un processus en général automatique. Ça peut paraître con comme ça, mais voilà, c'est un peu l'idée. Alors, qu'est-ce que trouve Green ? Déjà, il trouve pas que les gens sont moins utilitaristes quand ils ont besoin de faire la deuxième tâche. C'est-à-dire que même avec une charge comme ça, les gens donnent la même proportion de réponses utilitaristes. Mais heureusement, il y a un autre résultat, c'est qu'il a mesuré le temps que mettent les gens à répondre. Et l'idée, c'est que voilà, quand les gens ne sont pas en charge cognitive, sont dans une condition normale, ils mettent à peu près autant de temps à faire un jugement utilitariste et un jugement non utilitariste. Par contre, quand ils sont sous charge cognitive, le temps pour donner des réponses utilitaristes augmente beaucoup, mais pas le temps pour donner des réponses non utilitaristes. Ce qui suggère que ça demande plus d'efforts de donner des réponses utilitaristes que de donner des réponses non utilitaristes. Est-ce que tout le monde a compris le raisonnement là-dessus ? Donc ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon de le faire, c'est en fait de demander aux gens de répondre très très vite. Ou versus une condition, on leur dit, prends ton temps, non, réponds pas tout de suite, tu dois attendre. Je crois qu'en fait, là, c'est quoi ? C'est
Elle est assez extrême, celle-là. Je crois que dans la condition fast, ils voient le dilemme moraux et ils ont 5 secondes pour répondre. Et dans la condition lente, on leur demande « Non, non, t'as pas le droit de répondre avant 60 secondes après la fin du dilemme. » Donc là, vous voyez, on est vraiment sur une sorte de grand écart quand même. Et là, on a un effet où pour les dilemmes personnels high conflict, les gens sont quand même plus déontologiques quand ils répondent vite et plus utilitaristes quand on leur demande de répondre lentement. Vous voyez, tout ça se goupille bien. Alors, un dernier type de données en faveur du lien entre raisonnement et jugement utilitariste, c'est le lien entre style cognitif et jugement. Alors, style cognitif, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, j'ai fait la distinction entre les mécanismes intuitifs et les mécanismes réflexifs, entre les systèmes intuitifs et les systèmes réflexifs. Et il y a cette idée que les gens diffèrent dans la confiance qu'ils accordent à leur intuition et à quel point ils vont s'appuyer sur des processus intuitifs versus la méfiance qu'ils ont envers leurs intuitions et donc leur tendance à plutôt se baser sur le raisonnement, vous voyez. Et il y a une tâche qui a été mise au point pour mesurer ça. Alors, on ne sait pas si elle mesure vraiment ça, mais ça, c'est encore un problème sur lequel on ne va pas rentrer. C'est ce qu'on appelle le Cognitive Reflection Test. Et je pense que la plupart d'entre vous ont déjà dû le croiser sans le savoir. C'est ce genre de problème, en fait, qu'on vous dit, voilà, un timbre et une enveloppe pris ensemble coûtent 1 franc 10. Ça vous dit quelque chose? Le timbre plus... Alors, ensemble, le timbre et l'enveloppe coûtent 1 franc 10. Et le timbre coûte 1 franc de plus que l'enveloppe. Combien coûte l'enveloppe? Voilà, donc l'intérêt du problème, c'est que vous avez tous envie de donner cette réponse et qu'elle est fausse, en fait. Alors, j'explique pourquoi. Si l'enveloppe coûte 10 centimes et que le timbre coûte 1 franc de plus que l'enveloppe, le timbre coûte 1 franc 10 et donc l'ensemble coûte 1 franc 20. Ouais. Mais le truc, c'est que le problème a été choisi justement parce que ce sont des problèmes qui suscitent tout de suite un peu cette réponse évidente, vous voyez, intuitive. Et l'idée, c'est de savoir à quel point vous allez vous dire « Ouais, c'est intuitif, mais peut-être que je peux prendre un petit peu de temps pour... Donc il y a d'autres questions. L'autre que j'aime bien, c'est il faut imaginer un étang sur lequel il y a un ensemble de nénuphars, puis l'ensemble de nénuphars double de taille tous les jours. Hein. Et au bout de 48 jours, il a recouvert tout l'étang. Et au bout de combien de jours est-ce qu'il avait recouvert que la moitié de l'étang? Ouais, c'est 47, mais en fait l'idée c'est qu'en général les gens vont dire, parce que 24 c'est la moitié de 48, et ça paraît le truc classique. Mais donc comme il double de taille tous les jours, s'il fait la totalité le 48e, la moitié c'était le 47e. Tout le monde le voit. Donc dans cette étude, il y a deux choses qui ont été faites. C'est qu'ils ont donné des dilemmes moraux aux participants, encore une fois, on ne change pas, et ils ont donné ce genre de problème avant ou après les dilemmes moraux. L'idée à l'époque, je vais y revenir, étant que faire cette tâche de raisonnement, vous mettez un peu dans une sorte de mode hyper réflexif. Là. On vous a obligé à réfléchir. Alors là, on ne leur disait pas si c'était faux ou pas, mais c'est une variante qu'on peut faire. Mais en tout cas, voilà, on vous a demandé à réfléchir à des problèmes contre-intuitifs, donc vous êtes en mode plus réflexif, donc forcément, vous allez être plus utilitariste après sur les dilemmes. Hein, vous voyez. Donc effectivement, ce qu'ils obtiennent, c'est que les gens qui ont résolu ces problèmes avant les dilemmes, plutôt qu'après, donnent des réponses un peu plus utilitaristes, pas des masses. Et surtout, plus les gens réussissent mieux à ce genre de raisonnement, plus ils ont utilitaristes aussi. Quand même ce truc. Les gens qui tombent moins dans les erreurs de raisonnement sont plus utilitaristes. Oui. Mais là, la régression linéaire, elle a l'air un petit peu approximative. Alors, déjà, c'est mal ploté, c'est moche parce que les points se superposent. Et ensuite, bon, ça c'est un problème, c'est que en sciences humaines, en gros, c'est un peu toujours ça qu'on a, quoi. Parce qu'en fait, en général, ton R carré, l'explication, tu expliques au mieux, tu expliques 10% de la variance quand tu es dans un bon jour avec un facteur, quoi. Donc forcément, tu as toujours un truc autour complètement dégueulasse. Mais ça, c'est pas le vrai problème, parce que ça, c'est standard, en fait. Il y a d'autres problèmes. Oui, parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait ça si la seule chose qui expliquait les jugements utilitaristes, c'était si vous réfléchissiez ou pas. Mais personne dit ça, on dit que ça explique une partie de la variance, en fait. Une partie, donc dans ce cas-là, vous devez avoir d'autres sources de variation. Tout ne sera pas sur la ligne. Bon, j'avoue que le graphe n'est pas super beau, hein. Mais bon, l'idée c'est que vous voyez, il y a quand même une sorte de concentration ici, hein. C'est-à-dire les gens qui ont le score le plus bas, ils ont quand même des réponses, ils ont plutôt tendance à dire que c'est inacceptable, puis là vous voyez que ça se concentre plutôt de ce côté-là, de l'autre côté du spectre, et quand vous faites les analyses, ça donne une relation où ça augmente effectivement l'un avec l'autre. Après, dire qu'elle est linéaire, ça c'est peut-être un...
un autre problème, mais en tout cas, il y a une augmentation claire en fonction du score de l'utilitarisme, la forme linéaire étant plus ou moins, parce qu'on ne voit pas trop quoi mettre d'autre comme forme, mais oui. Une sorte de rapport logarithmique, quelque chose un peu... Ouais, on pourrait faire un truc comme ça. Après, vraiment, j'ai quand même l'impression que leurs points se superposent énormément, donc ça se trouve, en fait, un point ici, ça pourrait représenter 10 sujets, quoi. Je sais pas, voilà, vraiment des trucs spéciaux. Mais normalement, tu dois rajouter un peu de jittering dans la figure pour que ça se superpose pas. Non, mais c'est très bien. Il ne faut pas cacher ces trucs-là. Moi, j'ai plein de graphes dégueulasses comme ça. Je les mets à chaque fois. Non, mais même, par exemple, j'ai des manips où... voilà, c'est vraiment... ça n'arrive pas très souvent. J'arrive à expliquer 50% de la variance d'un truc à partir d'un prédicteur. Et ça donne quand même des trucs dégueulasses comme ça. C'est vraiment... c'est qu'en physique ou en bio qu'on peut avoir un truc, parce que, par exemple, voilà, si tu as la chaleur, la taille de l'objet du métal en fonction de la chaleur, tu vas avoir un truc très linéaire, quoi. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui influencent le truc, quoi. Alors, du coup, supposons pour l'instant que la théorie de Green est correcte, hein, je reviendrai ensuite sur les preuves. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Une question qu'on pose, certains l'ont posé, c'est est-ce qu'il faut forcément dire que... Est-ce que Green dit, voilà, bah, jugement utilitariste, c'est la raison, c'est mieux. Le jugement déontologique, c'est émotionnel, c'est mal. Soyons rationnels avec nos gros cerveaux, soyons utilitaristes. Alors non, il ne fait pas ça. Même si bon, il y a une petite saveur un peu comme ça, et beaucoup de gens l'ont interprété comme ça, c'est pas ça qu'il dit dans le texte, quoi. Son idée, c'est plutôt que il va falloir qu'il faut une étape supplémentaire dans le raisonnement, c'est que maintenant qu'il a montré que les jugements déontologiques étaient basés sur des réponses automatiques, il faut argumenter sur le fait qu'en fait ces réponses automatiques sont moins sensibles à des facteurs pertinents et plus sensibles à des facteurs non pertinents que les réponses réflexives. Donc on revient à cette idée qu'il y avait déjà chez Unger. Ce qui compte, c'est le fait que les réponses soient sensibles à des choses qui ne sont pas moralement pertinentes, en fait. Alors, il faut le montrer. Hein, on ne peut pas juste dire, voilà, c'est automatique, donc... il faut un argument. Alors, dans le texte que je vous ai donné, il distingue deux types d'arguments. Il distingue des arguments directs et les arguments indirects. Les arguments directs, c'est quand vous avez fait une manip qui montrait qu'effectivement, les intuitions déontologiques étaient sensibles à des facteurs non pertinents. Ça, c'est ce qu'il fait, du coup, justement, pour le cas du trolley. Donc ça, c'est un autre papier, 2009, où il contraste plusieurs cas. Il dit, voilà, on a essayé plusieurs cas. Il y a le cas où le type a un gros sac à dos, donc il faut le jeter sous le train pour arrêter le train. Donc ça, c'est la version sans grossophobie du dilemme du footbridge. Donc il y a un cas classique, on pousse le type sous le pont. On a un cas où on le pousse avec une barre. Comme ça, on ne touche pas directement. C'est pour voir si le contact direct a un effet. Hein. C'est social dans les dilemmes moraux, quoi. Paf, on pousse avec une barre. Il y a un cas où, en fait, on fait tomber le type sur la voie, mais sans le pousser. C'est qu'en fait, il se trouve qu'il est debout sur une trappe, en fait. Donc, on peut ouvrir une trappe sous lui, il tombe sur la voie, et donc le train entre en collision avec lui et s'arrête. Et là, il y a deux versions. Il y a une version où on active la manette pour le faire tomber, et une où on est très loin de lui. C'est pour regarder l'effet de la distance, vous voyez. Et en gros, que disent les résultats qui sont obtenus dans cette étude? Que les gens trouvent inacceptable de le pousser sous la voie ou de le pousser sous la voie avec une barre, ça fait pas trop de différence. Hein. Oui, donc ça fait vraiment pas de différence. En fait, c'est même plus inacceptable avec la barre, ça fait peut-être encore plus... je veux même pas le toucher, quoi. Je ne touche pas ce truc-là. Et par contre, les gens trouvent plutôt acceptable de le foutre sur la voie s'il est déjà sur une trappe qu'il suffit d'activer, quoi. Bon. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Green propose une théorie selon laquelle, en fait, ça devient on réagit de la façon suivante. On trouve que c'est inacceptable de sacrifier une personne pour en sauver plusieurs. Quand la personne est sacrifiée comme un moyen pour sauver la personne, donc on a la doctrine du double effet. Plus, il y a une condition supplémentaire, il faut qu'on applique directement, pas nos mains, mais notre force physique soit appliquée directement sur la victime. C'est-à-dire, même si je touche avec une barre, c'est quand même la force que je transmets à la victime. Il y a une sorte de combo où il faut que les deux soient réunis. Hein. Donc, par exemple, je ne vais peut-être pas détailler ça, mais vous voyez que c'est censé expliquer ces choses-là, quoi.
Là, on utilise toujours la personne comme un moyen, parce qu'on la fout sur la voie pour arrêter le train, mais ça devient inacceptable uniquement quand, pour la foutre sur la voie, on utilise notre force, soit on l'utilise directement, soit on la pousse avec une barre. Et il appelle ça la doctrine de la force personnelle, hein, comme une sorte de blague sur la doctrine du double effet. Il dit, voilà, autant la doctrine du double effet, il y a des gens qui ont pu la défendre, parce que vous saviez la distinction entre moyen et effet secondaire, il y a moyen de lui donner une petite saveur kantienne, quoi. Il ne faut pas traiter les gens comme un moyen. Bon, c'est pas du tout ça que Kant veut dire, mais c'est pas grave. Il y a quand même un moyen de lui donner un peu cette saveur-là. Autant l'idée que ça devient inacceptable si c'est un moyen, mais uniquement si vous appliquez directement votre force dessus. C'est peut-être ça qui explique le truc. Enfin, d'après Green, c'est ça qui explique nos différences de réaction sur les cas. Mais on voit mal, on n'a pas l'intuition que c'est quelque chose de pertinent d'une certaine façon. C'est l'idée qu'on n'a pas l'intuition de second ordre une fois qu'on a mis au jour le facteur qui dirige nos intuitions, que c'est un facteur qu'il faudrait prendre en compte en fait. Alors, donc les exemples de Green, ce serait par exemple, imagine que je programme un drone pour aller le pousser du pont. J'utilise pas ma force personnelle, est-ce que c'est pertinent quoi? Il a dit dans sa thèse, il a vraiment tout un truc sur l'éthique des drones en fait. Il dit voilà, alors, il a très peur de la guerre par drone parce qu'il dit justement la guerre par drone c'est fait à distance, on applique. Et notre cerveau, il ne va pas réagir à cette violence, parce que c'est une violence qui est complètement indirecte. Donc on va être très tolérant vis-à-vis de tout ce qui est guerre à distance via robots, drones interposés, parce que nous, on réagit vraiment quand les gens appliquent directement leur force sur la victime, quoi. Donc là, c'est un type d'argument. Il dit, voilà, ce qu'il dit dans un papier, c'est si effectivement ces intuitions automatiques, déontologiques, elles sont dirigées par ce genre de considérations, étant donné que ce genre de considérations n'ont pas l'air bien sérieuses et pertinentes moralement, alors il n'y a pas de raison de faire confiance à ces intuitions déontologiques. Il faut les rejeter comme des sortes de... Alors il a toute une théorie qu'il a moins défendue par la suite, mais à un moment il défendait un peu cette idée, oui, c'est parce que dans l'environnement ancestral dans lequel on a évolué, on n'avait pas de moyen de se faire du mal à distance, on pouvait se faire du mal que au corps à corps. Du coup, notre cerveau, il n'est pas fait pour réagir à des cas de mal qui sont faits vraiment à distance. Après, c'est un peu bizarre, parce qu'on a quand même l'impression que si un sniper descend quelqu'un à 3 km de distance, on va réagir quand même plus ou moins négativement. Mais voilà, il y a un peu cette idée-là, quoi, que notre cerveau n'est pas équipé naturellement pour réagir violemment à des cas de mal faits à distance, parce qu'on n'avait pas la technologie nécessaire dans l'environnement où on a évolué. Donc ça, c'est un exemple d'argument direct, mais dans l'article que je vous ai donné de lire, il propose un argument indirect, c'est-à-dire il dit, voilà, sans faire l'expérience, je peux quand même donner un argument pour dire quand est-ce qu'on n'a pas de raison de faire confiance aux réponses automatiques. Et son idée, c'est que les réponses automatiques, quand on a des réponses automatiques, elles viennent de 3 sources. Soit elles viennent de l'évolution, c'est quelque chose qui est un peu naturel, gravé dans notre cerveau. Soit ça vient de la transmission culturelle, c'est quelque chose qu'on a appris dans notre culture. Et soit on l'a appris nous-mêmes par essai-erreur, comme je ne veux pas mettre les doigts dans la prise. Voilà, il y en a qui l'ont appris par transmission culturelle, puis il y en a qui l'ont appris par essai-erreur. Il y a 2 types de personnes dans la vie. Je pense que personne n'a évolué, par contre, la tendance à ne pas mettre les doigts dans la prise. Peut-être d'ici de très nombreuses générations. Non, je ne pense pas, mais c'est une possibilité. Et donc, l'idée de Green, c'est que toutes les intuitions automatiques, elles viennent de ces 3 sources. Et un point commun avec ces 3 sources, c'est qu'elles ne sont valables que dans les contextes dans lesquels elles ont été développées. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que certaines intuitions sont naturelles, elles ont été faites pour réagir à un certain type de situation qui était courant dans l'environnement dans lequel on a évolué. Mais du coup, ces intuitions, elles vont réagir n'importe comment et pas traquer des choses pertinentes si on les met dans des cas inhabituels. De la même façon, si ça a été développé par la transmission culturelle, c'est des règles qu'on nous a transmises, elles nous les ont transmises parce qu'elles ont été développées dans un certain contexte. Et encore une fois, en dehors de ce contexte, on n'a aucune raison de penser qu'elles sont valables. Et de la même façon, l'apprentissage par essai-erreur, on a fait ces essais et ces erreurs dans un certain contexte, et on n'a pas de raison de penser que ces choses fonctionnent toujours dans un cadre inhabituel. Vous voyez un peu l'argument. Et son idée, c'est en gros la chose suivante, c'est que du coup, on peut faire confiance aux intuitions, aux processus automatiques, mais que pour les cas ordinaires, c'est-à-dire les cas qui correspondent un peu aux situations dans lesquelles ces choses-là se sont développées, et pour lesquelles auxquelles elles ont fourni une solution dans le passé, en fait. Mais bon, les dilemmes du trolley, c'est pas vraiment un cas habituel. Vous commencez à connaître un peu l'argument, on l'a déjà croisé la semaine dernière. Donc, il ne faut pas faire confiance à nos intuitions automatiques dans les cas d'expériences de pensée un peu folles des philosophes, parce que ça ne correspond pas au genre de situation
sur lesquels ont été entraînés, soit via l'évolution, soit par l'apprentissage, les différentes intuitions. Donc ça, c'est ce qu'il appelle l'argument indirect, qui est un peu plus un argument général sur les intuitions. Donc vraiment, ce sur quoi Green insiste, c'est que voilà, il y a deux erreurs dont on l'accuse, mais que d'après lui, il ne fait pas. La première, c'est qu'il ne dit pas juste l'émotion c'est nul et le raisonnement c'est bien. Hein, il essaie d'avoir un argument en termes de sensibilité aux facteurs pertinents ou pas. Et il ne franchit pas non plus la barrière entre l'être et le devoir être. C'est-à-dire que il part pas d'observations purement descriptives scientifiques pour arriver à un argument normatif, ce qui est considéré comme généralement impossible, parce que dans tous ces arguments, il y a cette prémisse qui est que le jugement dont je parle, les intuitions dont je parle sont sensibles à tel facteur, et ce facteur n'est pas moralement pertinent. Mais ça, c'est une prémisse normative, c'est déjà une prémisse qui suppose des intuitions morales sur ce qui est moralement pertinent ou pas. Donc pour lui, il n'est pas en train de faire quelque chose de fou, hein, il est en train juste de tirer des conclusions normatives, de prémices normatives ajoutées à des prémices descriptives. Tout le monde voit. Donc il n'est pas en train de violer la guillotine de Hume ou des choses comme ça. Alors, une autre question qu'on m'a posée, c'est que, voilà, alors je ne vais peut-être pas lire la question, mais je vais résumer. C'est qu'à un moment, Green donne un peu cet exemple de l'évolution du dégoût pour l'inceste. Il dit, voilà, prenons le cas de deux personnes qui sont tombées amoureuses, qui sont mariées, puis en fait, elles découvrent que ce sont des frères et sœurs qui ont été séparés à la naissance, et on réagirait, et qui décident de rester ensemble, parce qu'elles s'aiment quand même. On réagirait mal, mais est-ce que cette intuition morale est justifiée? Et Green dit non, parce que maintenant, on a les connaissances qui nous disent que probablement le dégoût qu'on ressent devant ce genre de situation, il vient du fait qu'on a évolué pour éviter l'inceste, parce que c'est biologiquement utile d'éviter l'inceste quand c'est possible, parce que ça fait plein de maladies génétiques, tout ça. Et du coup, on sait que notre réaction face à cette situation qu'il a décrite, elle n'est pas forcément appropriée, qu'il ne faut pas prendre en compte cette intuition. Quelqu'un qui me dit, oui, mais est-ce que du coup, ça veut dire que dès qu'on a une explication biologique d'une intuition, ça veut dire que l'intuition ne doit pas être prise en compte. Et donc l'exemple qu'on m'a donné, c'est par exemple, effectivement, si on découvre que les gens n'ont pas envie de tuer leurs congénères, parce que naturellement, ils ont une sorte d'empathie qui les amène à respecter les autres, et qu'on a une explication biologique, évolutionniste pour cette réaction empathique, est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas prendre en compte cette réaction empathique? Alors non, l'idée de Green, c'est pas que dès qu'on a une explication biologique, l'intuition devient fausse. Hein, parce qu'en fait, d'une certaine façon, on peut supposer que tout a une explication, pas forcément biologique, mais au moins tout a une explication. Donc c'est pas dès qu'on a une explication pour quelque chose qu'elle devient fausse, et pas parce qu'elle est biologique. C'est juste que son idée, c'est que dans ce cas-là, étant donné ce qu'on sait sur l'origine de la désapprobation de l'inceste, dans ce cas, il n'y a pas de raison de penser qu'en fait le mécanisme ait évolué de façon à être sensible à des propriétés pertinentes. Le fait que quelque chose maximise notre fitness et nous empêche diminue le fait d'avoir des maladies génétiques, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut prendre en compte pour juger la moralité d'un acte ou pas? L'idée, ce serait que par exemple, si dans le cas de l'empathie, on pourrait dire oui, l'empathie a évolué, c'est un processus qui s'est développé biologiquement, puis après la naissance sous l'éducation. Mais c'est un processus qui est sensible à la souffrance des gens, au fait de savoir si les gens souffrent ou pas. Du coup, ça paraît quand même un truc qui, pour nous, est moralement pertinent, quoi. Donc on peut le garder. Est-ce que ça répond à l'objection de la personne? Je ne sais pas qui c'est qui avait fait, mais est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez un peu la différence? Donc l'idée, c'est pas d'avoir une explication qui pose un problème, c'est que cette explication suggère que la réaction n'a rien à voir avec des choses moralement pertinentes, en fait. Voilà. Donc, du coup, pourquoi préférer le raisonnement Alors, c'est pas préférer le raisonnement en général, mais l'idée de Green, c'est que le calcul coût-bénéfice qu'utilise le raisonnement qui donne naissance au jugement utilitariste, il est sensible à des facteurs pertinents. Il est sensible à savoir qui souffre, quelles sont les conséquences, etc. Et d'ailleurs, lui-même dit que, en définitive, le jugement utilitariste, il repose sur des intuitions fondamentales, parce qu'il repose sur l'idée que c'est mal quand les gens souffrent, et que c'est bien quand ils souffrent pas. Et il dit, voilà, ça aussi, c'est des intuitions, mais c'est des intuitions qui sont quand même vachement... Alors, plus précisément, son idée, c'est vraiment que le jugement déontologique, c'est un peu une boîte noire, quoi. On a tout de suite l'impression que c'est mal de pousser le type sous le train, mais on ne sait pas pourquoi. Tandis que quand vous faites le raisonnement utilitariste et que vous arrivez aux conclusions utilitaristes, vous savez pourquoi. Vous avez dit, voilà, la raison, c'est parce que ça fait souffrir moins de gens, vous avez fait le calcul. Vous n'êtes pas en train d'agir sans trop savoir. C'est transparent et vous pouvez vérifier que
tous les critères qui ont été formulés dans le raisonnement sont des raisonnements que vous considéreriez pertinents, vous voyez. Tandis que là, dans le raisonnement déontologique, il y a des choses non pertinentes qui se cachent sous la surface. Vous voyez, voilà, c'est bon, est-ce que tout le monde n'est pas forcément convaincu, mais voit un peu l'idée. Voilà. Après, la question qui était posée, c'est effectivement, bon, ça c'est bien, mais en fait, là, on parle du jugement déontologique et utilitariste étoile, hein, c'est-à-dire les trucs que Green étudie. Mais en quoi ça nous documente sur la déontologie et sur l'utilitarisme? Parce que les réponses déontologiques des gens au scénario, c'est des réactions émotionnelles, spontanées, tout ce qu'on veut. Mais enfin, quand Christine Korsgaard, qui est une déontologiste, écrit un livre de 300 pages, a priori, elle ne l'a pas pondu comme ça sous le coup de l'émotion. C'est logique, quoi. On se doute bien qu'elle a dû réfléchir et qu'il y a des gens qui sont déontologiques parce qu'ils réfléchissent, quoi. Alors, ce que Green dit, c'est oui, je ne dis pas le contraire. Hein. Je sais bien que mes collègues qui sont déontologistes, même s'ils ont tort, ils réfléchissent quand même. Son idée, c'est plutôt de dire, mais en fait, l'idée, c'est pas que eux réagissent, c'est pas ce qu'ils font qui compte, mais c'est leur matériau de base, en fait. Alors, l'idée, c'est qu'il dit, voilà, mes collègues déontologiques sont très très malins, ils sont très très forts, mais en fait, ils sont très forts pour construire des théories qui essayent d'accommoder et de concilier en une théorie ces intuitions de base, qui sont les jugements déontologistes étoiles, qui servent un peu de matériaux et de critères, et on a vu que c'était vraiment des choses qui n'étaient pas très fiables et qui, en fait, étaient sensibles à des critères non pertinents. Donc, en fait, ce que font les collègues déontologistes, c'est qu'ils réfléchissent beaucoup, mais pour essayer de justifier théoriquement des choses qui sont bancales, en fait. Donc, la façon dont il présente ça, il dit, voilà, pour moi, la théorisation déontologie, c'est une sorte de justification a posteriori de réactions un peu irrationnelles, de réactions qui sont sensibles à des facteurs non pertinents, vous voyez. Et du coup, vous pouvez autant que vous voulez, plus malin que vous voulez, vous essayez de mettre un matériau de base qui est mauvais, quoi. Donc c'est un peu le principe garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si vous prenez en entrée de votre processus de raisonnement des choses qui sont mauvaises, la théorie, voilà, au final, quel que soit votre talent, votre intelligence, elle ne donnera jamais quelque chose de bon. Tandis que l'idée, c'est que dans le raisonnement utilitaire, dans le jugement, ce que font les utilitaristes, c'est que justement, ils ne font pas ça. Hein, l'utilitarisme est notoirement connu pour ne pas prendre en compte beaucoup de choses intuitives et se dire « Non, mais ma théorie, elle est belle quand même. » Et il dit « Voilà, mais justement, c'est très bien. » C'est-à-dire, voilà, il ne cherche pas désespérément à accommoder des choses qui ne sont pas fiables. Il se concentre sur les choses fondamentales qui sont « faire du mal, c'est mal. » Après, il y a tout un problème sur le fait que Green n'est pas non plus réaliste en morale. Donc, il ne se soucie pas trop de savoir si la théorie utilitariste est vraie ou pas. Il a d'autres critères pour dire que c'est la meilleure. Mais en tout cas, cet argument-là, il ne suppose pas ça. Il suppose juste l'idée que l'entreprise... En gros, son idée, c'est que ce que font les utilitaristes et ce que font les déontologiques, ils font la même discipline, mais en fait, ils ne font pas la même chose. Il y en a, ils sont dans une construction de théorie à partir de choses solides, et les autres essayent de bidouiller un truc pour sauver un peu nos préjugés et nos réponses un peu automatiques. Et donc, c'est comme ça qu'on passe à une critique des théories déontologiques. C'est l'idée que les théories déontologiques essayent de systématiser des choses qui sont mauvaises, en fait. Donc, si vous essayez de systématiser quelque chose de mauvais, voilà, vous avez une théorie mauvaise. Est-ce que vous voyez, du coup, comment fonctionne l'argument? Voilà, hein, dit, voilà, je pense que ce que font les déontologistes, c'est de la rationalisation. Chercher une théorie pour justifier... un peu comme quand vous avez fait une connerie, puis vous cherchez des arguments moraux ensuite pour dire pourquoi c'était bien de faire ça et que vous avez fait la meilleure chose possible, c'est un peu ce que font les déontologistes du point de vue théorique. Alors, une question qui peut se poser, c'est est-ce que les cas trollés sont représentatifs? C'est ça qui se posait, oui, du coup, est-ce que dit Green sur le fait que les jugements utilitaristes sont flexibles, réflexifs, et que les jugements déontologiques sont émotionnels, inflexibles? Il étudie ça dans des cas trollés, mais a priori, ce n'est pas des cas représentatifs, hein, donc on ne peut pas dire ça pour tout. Oui, mais ce n'est pas un problème pour Green, justement. L'idée de Green, c'est que, en fait, les théories déontologiques et les théories utilitaristes, en fait, sont à peu près d'accord sur les cas normaux, vous savez. Et c'est forcément, on a forcément besoin pour les de cas bizarres, en fait. C'est-à-dire... la plupart des utilitaristes et déontologiques vont dire dans la vie de tous les jours, c'est bien de se comporter comme ça, ils vont plus ou moins s'accorder sur la plupart des choses, en fait. Donc, en fait, Green a juste besoin de disqualifier le jugement déontologique pour les cas bizarres.
Donc on a juste besoin que le problème du trolley soit plus ou moins représentatif des cas bizarres, si vous voulez. Est-ce que ça va? En gros, une analogie qu'on peut faire et que ferait, je pense que Green doit la faire quelque part, c'est que vous savez, quand on étudie la vision, les gens qui étudient la vision, ils ont appris à produire plein d'illusions d'optique super bizarres. Vous avez dû en croiser beaucoup. La raison est qu'en fait, les théories de la vision, de comment fonctionne la vision, elles sont à peu près toutes d'accord sur le fonctionnement normal de la vision, en fait. La seule façon de les départager, c'est d'aller dans des cas très très bizarres, où certains vont dire on va avoir telle illusion, et d'autres vont dire on va avoir telle autre illusion. En gros, les cas trollés, c'est un peu l'équivalent. C'est en limite des intuitions morales pour essayer de départager les théories. Mais du coup, pour tous les autres cas normaux, il ne va pas y avoir trop de différence entre la déontologie et l'utilitarisme. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la théorie de Green, alors, avant que je rentre un peu dans les critiques de la théorie de Green? Non, c'est bon. Alors, quelles critiques on peut faire à la théorie de Green? Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Je pense qu'on aura une séance de retard, mais bon. La première critique qu'on peut faire, elle devient assez classique, c'est que ça ne réplique pas toujours très bien. Bah, c'est des trucs qui sont vieux, c'était avant la crise de la réplication, tout ça. Alors, en fait, je vous ai dit, tout ce qui est du côté du lien entre émotion et jugement déontologique, ça réplique assez bien. Il n'y a vraiment pas trop de doute de ce côté-là. C'est plutôt le lien entre raisonnement et utilitarisme, hein, qui est un peu fragile, assez fragile. Par exemple, si on reprend cette étude en charge cognitive, hein, dans laquelle les gens sont plus lents pour donner une réponse utilitariste, mais pas une réponse déontologique quand on les met sous charge cognitive, eh bien, j'ai une de mes étudiantes de master qui avait refait l'étude, en fait, et qui trouvait alors ça, c'est les résultats de base de Green, vous voyez, hein, les jugements non utilitaristes en bleu, ils vont à peu près à la même vitesse en charge et sans charge, et les jugements utilitaristes en orange sont beaucoup plus lents en charge que sans charge. Et ça, c'est les résultats qu'on a obtenus dans l'application, qui est que les gens sont juste plus lents à donner des jugements déontologiques ou utilitaristes quand on leur demande de faire plein de trucs en même temps, ce qui est moins étonnant. Pourtant, on a vraiment utilisé les mêmes scénarios pour le coup, donc voilà, donc ça réplique pas très bien. Alors, et vous vous rappelez cette étude sur laquelle, où en fait, quand on demande aux gens d'être plus rapides, ils sont plus déontologiques, et quand on leur demande d'être plus lents, ils sont plus utilitaristes? Il y a ça, c'est un papier qui réplique les faits, qui le retrouve, sauf que ça dépend de si vous êtes religieux ou pas. C'est-à-dire que chez les gens qui sont très religieux, quand vous êtes rapide, vous êtes utilitariste, quand vous êtes lent, vous êtes déontologique, et chez les non-religieux, c'est l'inverse. Donc, déjà, je ne sais pas si ça réplique, encore une fois, mais vous voyez que du coup, ça devient un peu plus difficile à interpréter qu'est-ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc, tout cela est voilà, très embêtant. En plus, vraiment, ça, c'est des études assez longues à faire à chaque fois, donc on n'en a pas des masses. Donc voilà, prudence. Voilà, ma réponse, c'est prudence. Moi, j'ai fait une étude où j'ai réussi à répliquer l'effet du temps sur le jugement utilitariste, puis après, je me suis rendu compte qu'on s'était foiré dans la programmation de l'étude, et on a dû rétracter l'article. Donc on en est à un truc qui trouve le résultat, un truc qui le trouve pas, et puis un truc qui l'a trouvé, mais en fait, c'était bidon. Donc on n'est pas un super bon score, donc restez vraiment très prudent là-dessus. Alors l'autre chose, c'est, vous vous rappelez ce truc avec les tâches de raisonnement contre-intuitives. Il y avait deux résultats. Il y avait corrélation, hein, les gens qui réussissent mieux les tâches sont plus utilitaristes, et il y avait le fait de faire la tâche avant de faire les jugements moraux. Ça vous mettait dans une forme dans une sorte de mindset un peu réflexif, et vous deveniez plus utilitariste. Bon, ça réplique pas. Alors, du coup, ça réplique pas dans le sens où le fait de faire réfléchir les gens avant et que ça les rende plus utilitaristes, ça réplique pas. Juste pas. Là, j'ai un exemple, mais je l'ai fait au moins 10 fois, cette tâche, parce que c'est très facile à faire. Hein. Dès que vous pouvez faire ça très simplement, on n'obtient jamais rien. Et en fait, bon, c'est pas très étonnant. Ce serait miraculeux qu'on arrive à rendre les gens plus réflexifs comme ça, juste en leur faisant un exercice. Bref. Et après, il y a le lien entre est-ce que les gens qui réfléchissent mieux à la tâche sont plus utilitaristes? Et là, la réponse est en moyenne, oui, mais c'est quand même super fragile et très variable d'une étude à l'autre. C'est-à-dire, si vous mettez ensemble toutes les études, vous avez une sorte de moyenne où effectivement, les gens qui réussissent un peu mieux aux tâches de raisonnement sont plus utilitaristes. Mais bon, c'est pas énorme déjà. Hein. Et ensuite, il y a peut-être d'autres explications possibles. Donc moi, j'avais une étudiante de master qui avait fait son travail où elle regardait en fait que les gens qui réussissent mieux à ces tâches de raisonnement sont en général moralement laxistes, un peu sur tout, pas que sur les dilemmes moraux. Donc ça serait pas un truc utilitariste, c'est juste que
Voilà, on ne sait pas exactement, mais si vous réussissez mieux au test de raisonnement, vous êtes un petit peu plus du genre bof. Et comme en fait on mesure à quel point les gens sont utilitaristes en leur demandant est-ce que c'est ok de pousser le type sous la voie, bon, voilà, ils sont utilitaristes quoi. Donc voilà. Donc là encore, bon, c'est le problème quand on parle de vieilles recherches, hein, tout ne tient pas forcément la route. Et vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, on sera dans des choses plus solides, mais là je suis obligé d'en parler. Alors ça, c'est des problèmes de réplication, et ensuite il y a des critiques plus méthodologiques. Justement, c'est certains points que certains ont soulevés, c'est voilà, que faire lorsque des jugements déontologiques se retrouvent en tension chez un individu. Les jugements déontologiques ne sont pas nécessairement moins demandeurs cognitivement. Si nous prenons deux principes kantiens, par exemple, dire la vérité ne jamais tuer, que faire d'un cas suivant? Dire la vérité tuera la personne. Imaginons que les paroles contiennent un poison qui tuera bien la personne. Ça a vraiment une petite saveur à expérience de pensée des années 60-70. Il n'y a pas de détails, mais on vous demande d'imaginer, fais confiance. Oui, bon, on voit l'exemple, mais c'est pas... Un calcul cognitif sera également ici fait, n'est-ce pas? La réponse est oui, bien sûr. Et du coup, en fait, c'est des critiques que certains ont fait. Donc, un des critiques les plus connus de Joshua Greene, c'est un philosophe qui s'appelle Guy Kahane, qui est un éthicien, qui a écrit fait beaucoup de travaux sur les dilemmes moraux. Et une de ses critiques qu'il a fait dès 2012 et un peu après, c'est de dire oui, mais enfin, c'est un peu facile de conclure que le jugement utilitariste est plus réflexif quand tu n'utilises que des cas où le jugement déontologique est intuitif et le jugement utilitariste est non intuitif, quoi. Je veux dire, c'est un peu ça la critique qu'il fait, quoi. Il fait, si on utilise des cas où on a des trucs déontologiques non intuitifs, et en particulier des cas de mensonge, qui est un cas utilisé, peut-être qu'on aurait les résultats inverses. Et donc ils ont fait un certain nombre d'études, par exemple celle-là, qui sont des études en IRM qui ressemblent à la première étude de Greene, et dans lesquelles ils essayent d'avoir des scénarios dans lesquels on a des dilemmes où la réponse intuitive est utilitariste, et des dilemmes dans lesquels la réponse intuitive est déontologique pour équilibrer. Et ce qu'ils disent, c'est oui, on retrouve qu'effectivement, ce qu'on obtient, c'est que les jugements intuitifs sont plus émotionnels, et les jugements non intuitifs demandent plus de ressources cognitives, mais ça n'a pas de rapport avec le fait de savoir si c'est utilitariste ou déontologique. Bon, après, la réponse de Greene, c'est de dire, oui, non mais ça, c'est si tu fais ça, mais dans la vie de tous les jours, en général, les choses contre-intuitives, c'est plutôt les trucs déontologiques. Là, c'est difficile de savoir comment tu quantifies ça, quoi. Parce qu'on pourrait dire, effectivement, tu peux prouver que n'importe quelle théorie, n'importe quel type de réponse est plus contre-intuitif si tu mets que des exemples contre-intuitifs de ce type de réponse. Mais vraiment, l'intuition de Greene, c'est, en général, on a quand même plus l'impression que les conclusions des utilitaristes sont contre-intuitives que celles des déontologistes. C'est juste si tu les équilibres, c'est juste si tu les équilibres artificiellement dans une manip, tu vas effacer l'effet, mais ce qui compte, c'est ça. Après, il a une autre réponse, mais bon, je préfère pas en parler. Voilà, on pourra en parler dans les questions si vous voulez, mais disons que c'est pas difficile à prendre au sérieux. Alors, du coup, ça c'est pour la théorie de Greene, et du coup, pour finir, la question, mais le problème de troller dans tout ça. Est-ce qu'on l'a résolu? Et moi, ce que je veux défendre, c'est qu'en fait, il y a très peu d'études sur le dilemme de Trolley. Chaque année, il y a des centaines d'études qui utilisent les cas du Trolley, mais il y a très peu d'études sur le dilemme du Trolley lui-même, sur le problème du Trolley lui-même. Faut voir qu'au début, dans les années 2000, il y avait un peu cette idée que waouh, le problème du Trolley c'était trop bien, ça allait nous aider à comprendre comment fonctionne l'esprit humain quand il parle de la morale. Là, on a ce papier de Joshua Greene, c'est Fruit Flies of the Moral Mind. Fruit Flies, c'est la drosophile. Donc, en gros, l'idée, c'est que le problème du trolley, ça va être à la compréhension de la psychologie morale, parce que la drosophile a été à la biologie de la transmission des gènes, quoi. C'était vraiment le cas d'études un peu pures, qu'on peut manipuler dans tous les sens. Et si on arrive à percer le secret du dilemme du trolley, on aura un modèle un peu qui nous aidera à expliquer le reste de la cognition morale. Il y avait vraiment beaucoup de théories. Par exemple, il y a des gens à un moment qui ont essayé de défendre l'idée de grammaire morale universelle, de la même façon que certains linguistes défendent l'idée d'une grammaire morale, d'une grammaire universelle. Il y avait une grammaire morale universelle, un certain set de principes stables dans la cognition humaine, et on allait pouvoir les trouver en faisant des variantes sur le problème du trolley. Il y a des tentatives de théorisation. Regardez, je ne vais pas expliquer les schémas parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas touché en plus, mais vous voyez, les gens étaient vraiment en train d'essayer de schématiser le problème du trolley, toutes les inversions possibles. Bon, tout ça n'existe plus. Je crois qu'il doit y avoir une personne qui publie un article tous les 5 ans dessus, mais ça s'est beaucoup cassé la gueule pour des raisons que ça n'a pas donné grand-chose d'intéressant, et aussi pour des raisons qu'un des principales
promoteur de la théorie de la grammaire morale universelle, a été plus ou moins pas arrêté, mais démis de son poste pour fraude, ce qui n'a pas forcément beaucoup aidé. Il avait fraudé que sur ses expériences sur les singes, pas sur ses expériences sur la morale. Mais bon, ça jette quand même un froid. Ça me fait toujours rire parce que c'est vraiment le mec était expert de la morale et il était en année, je crois qu'il avait pris une année sabbatique pour écrire un livre qui devait s'appeler Evilicious, pourquoi nous aimons être mauvais. Et là, il a jamais publié le livre parce que ben voilà quoi, c'est triste. Et ça me fait beaucoup plus rire parce que là cette année il y a un autre type qui est un psychologue, un mec connu en psychologie politique qui est encore en grosse inspection pour fraude et qui était encore en train d'écrire un livre sur pourquoi nous aimons mentir et tricher. Donc je sais pas, si quelqu'un du coup par induction, si quelqu'un est spécialiste de pourquoi les gens aiment faire de mauvaises choses, vous pouvez commencer à vous méfier quoi. Bref. Et donc en gros ce que dit Kahane c'est les résultats de Green. Ah non ça je l'ai. Ah, oula, j'ai pas changé le titre. Donc en gros, alors ça c'est la période un peu d'effervescence, mais qu'est-ce qui est devenu le problème du trolley? En fait, le problème du trolley, il est juste devenu ce qu'on appelle un stimulus standard en psycho. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, toutes les années, il y a au moins une bonne centaine d'études minimum qui utilisent le problème du trolley, mais en général, sans s'intéresser au problème du trolley en fait. C'est juste des expériences en psycho qui s'intéressent à la morale. Ils se disent, voilà, on va tester l'effet de X sur la morale. Ah du coup, il faut qu'on ait des scénarios moraux. Tiens, on prend le problème du trolley, parce que c'est connu. Du coup, là, vous avez des articles fantastiques. L'impact d'une nuit blanche sur les jugements moraux. Les gens utilisent des dilemmes moraux. Si vous vous posez la question, ça n'a pas d'impact. En fait, les gens ne deviennent pas plus utilitaristes ou moins utilitaristes s'ils n'ont pas dormi la nuit. Je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, faites-en ce que vous voulez. Mais en tout cas, clairement, ça n'a aucun intérêt pour le problème du trolley. Je vous le dirai clairement. Celui-là, qui est assez marrant, c'est The Drunk Utilitarian. Donc quand les gens sont bourrés, ils sont plus utilitaristes sur le problème du trolley. L'article dit qu'en fait l'explication la plus probable, étant donné le résultat, c'est que quand vous êtes bourré, vous êtes un peu moins sensible à la souffrance des gens. Donc c'est quand même vachement plus rigolo de pousser des gens sous des trains. C'est des gens bourrés quoi. Je veux dire, on n'avait pas à en tirer une grande sagesse. In vino veritas, non. Sauf si vous êtes green du coup peut-être, mais... Et là, j'ai trouvé ça dans ma timeline, il n'y a pas longtemps, un préprint sur est-ce que la mindfulness et la méditation impactent le jugement moral utilitariste. Eh bien, la mindfulness vous rend moins susceptible de sacrifier quelqu'un pour aider les autres, mais moins susceptible de vous sacrifier vous-même pour aider les autres. Donc, voilà, faites ce que vous voulez encore faire. Mais vous voyez, il y a plein d'études comme ça, vous trouvez plein d'études qui utilisent le dilemme du trolley, c'est juste qu'à partir du moment où les psychologues veulent utiliser la morale, ils utilisent des dilemmes moraux, et en particulier le dilemme du trolley. Mais parce que ces trucs existent, sont dans la littérature, et les utilisent. Mais du coup, en fait, ça veut dire qu'il y a trop d'études sur le dilemme du trolley, mais en fait, ça ne parle pas du problème du trolley. On ne regarde pas pourquoi les gens trouvent que c'est acceptable de détourner le train, et pourquoi ça n'est pas acceptable de pousser sous un train. Alors, il y a quand même eu quelques tentatives de théorie après celle de Green. Une des théories majeures, c'est celle-ci, c'est l'idée, c'est un article qui fait plusieurs variantes de dilemmes moraux et qui dit, voilà, en fait, le critère qui compte, c'est est-ce qu'on intervient sur la menace ou sur la personne sacrifiée. L'idée, c'est par exemple, si je détourne le train, j'interviens sur la menace, et si je pousse la personne sous la voie, j'interviens directement sur la personne sacrifiée. Donc, une paire de cas ils ont pas mal de paires de cas qui contrastent les deux. Par exemple, ils ont l'idée, voilà, il y a un train qui va foncer vers 5 personnes, ça ne change pas, mais vous pouvez le détourner sur une voie, et il va rentrer en collision avec une voiture qui est là. Enfin, on va dire que c'est un passage à niveau, voilà, c'est un passage à niveau. Voilà, donc les gens dans la voiture, il y a une personne, elle sera tuée par le train s'arrêtera sur la voiture et ça sauvera les 5 personnes. La plupart des gens disent ok, bon ça paraît acceptable. Et l'autre variation, c'est un truc un peu bizarre, c'est voilà, le train est en train de foncer vers les 5 personnes, il y a le passage à niveau entre les deux. Si on foutait une voiture sur le passage à niveau, ça permettrait d'arrêter le train. Il se trouve qu'il y a une voiture qui est juste devant le passage à niveau, mais juste devant, elle n'est pas sur le passage à niveau. Et vous êtes derrière avec votre gros camion là, et vous dites ouais, si je donne un bon coup d'accélérateur, ça va pousser la voiture sur le passage à niveau. Le train va rentrer dans la voiture et on va sauver les 5 personnes. Donc là, vous intervenez sur la victime, vous voyez. Et là, les gens disent plutôt non quand même. Et donc il y a d'autres versions comme ça. C'est
Par exemple, il y a une version, il y a une bombe, il y a un terroriste qui a mis une bombe dans un restaurant, vraiment, c'est la bombe de méchant, elle est là noire avec la petite mèche et tout. Et elle va tuer 5 personnes si elle explose, mais vous pouvez prendre la bombe et jeter ça dans la rue, dehors, et puis il se trouve juste qu'il y a un type qui est en train de traîner devant la porte, et il va se prendre la bombe, quoi. Et là, vous bougez la menace, là les gens disent plutôt « ouais, c'est acceptable ». Et l'autre version, c'est vous êtes dans le restaurant, il y a 5 personnes, puis en fait, il y a une personne qui est juste à côté de la bombe, vous pouvez la pousser sur la bombe. Et si elle se met sur la bombe, ça va étouffer l'explosion, les autres personnes seront sauvées. Et là, les gens sont aussi plutôt « ouais, bon, un peu moins quand même ». Quoi. Donc, vous voyez, c'est une théorie assez intéressante. Elle a des contre-exemples. Un des contre-exemples, c'est celui-là qui est inventé par Frances Cam, qui est encore une philosophe analytique, spécialiste d'éthique. Et si vous pensiez que Foote et Thomson avaient beaucoup d'imagination pour les expériences de pensée, vous pouvez lire Frances Cam, parce que c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Son idée, c'est la chose suivante, c'est, voilà, imaginez... alors, c'est adapté, c'est pas exactement la même chose, elle, mais bon, j'ai adapté son truc. Le trolley fonce comme ça, il va écraser les 5 personnes ici, puis s'arrêter, puis sauver la personne là. On est sur un truc que les Anglais appellent Lazy Susan, donc il y a beaucoup de Lazy Susan dans les expériences de pensée des éthiciens. C'est juste en fait les plateformes qui permettent de réorienter les rails. Donc là, l'idée, c'est qu'on peut faire tourner le rail entièrement pour mettre la première personne ici et avoir les 5 personnes là, et donc le train va s'arrêter sur va s'arrêter sur la première personne. Donc là, on intervient sur la victime, d'une façon, c'est la personne qu'on fait bouger, mais la plupart des gens trouvent ça acceptable dans ce cas-là. Donc, c'est pas encore clair, ou alors il faut spécifier ce que ça veut dire intervenir sur la victime, est-ce que c'est directement dessus, etc. Donc voilà, en gros, et à part ça, qui date déjà de 2009, la théorie de Waldman et Dietrich, je sais pas, Wigman, non, c'est Waldman, ouais. Et il n'y a pas énormément de théories en fait sur le problème du trolley. Donc on est dans un truc paradoxal. En fait, tout le monde en a marre du problème de trolley. La plupart des gens ont arrêté de bosser dessus. Ça devient de plus en plus difficile de faire des manips dessus parce que tout le monde en a croisé au moins un dans sa vie maintenant. C'est quand même devenu une sorte d'objet un peu culture populaire, quoi. Mais en fait, il y a énormément peu de théories en psycho sur ce qui va dans le problème du trolley. On pourrait avoir l'impression que c'est un truc qui a été étudié énormément. Et d'une certaine façon, c'est vrai, mais d'une autre façon, c'est faux. Donc voilà, éclatez-vous, inventez des théories. Pas sûr que beaucoup de gens vous liront parce que tout le monde en a marre, mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à bosser dessus. Voilà encore, là je vous la laisserai regarder puisque c'est des suggestions de mémoire. Donc on m'a demandé de mettre toutes les suggestions de mémoire à l'avance sur le site. J'y travaille ce soir ou demain, je vais essayer de mettre suggestions pour toutes les séances, pour voir un peu les sujets un peu à l'avance, pour ne pas attendre le dernier moment pour choisir les mémoires. Donc je suis dessus. Je n'ai pas encore réussi à finir, mais je suis dessus. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Dans les 10 minutes qui restent, on va entamer la séance d'aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous donner d'article à lire pour la semaine prochaine. Hein. Je pense que ce serait un peu trop ambitieux. Voilà, mais donc, du coup la semaine prochaine, on fera ce qu'on avait prévu aujourd'hui, je pense. Mais bon, je vais quand même commencer. Donc du coup, est-ce qu'il y a des questions un peu en lien avec... Ouais. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que l'intuitionnisme, en fait, comme épistémologie, ça implique le réalisme? Alors, l'intuitionnisme... Alors, ça dépend. L'intuitionnisme, oui, en général, l'intuitionnisme moral, ça suppose un réalisme. L'usage des intuitions, comme méthode, pas forcément. Okay. L'exemple le plus connu en philo moral et politique, c'est Rawls. Rawls, il a théorisé l'équilibre réfléchi, vous avez déjà entendu parler, qui est un peu en gros l'exemple. Hein, c'est l'idée qu'on prend nos jugements sur des cas, puis on construit des théories pour essayer d'expliquer ces jugements. Et Rawls n'est pas du tout réaliste, en fait, mais 0%. Quoi. C'est clair que de la façon dont il décrit il décrit vraiment sa théorie de l'équilibre réfléchi. La première étape, c'est s'appuyer sur nos jugements sur des cas pour essayer de comprendre quels sont les principes qui dirigent notre vision morale maintenant, quitte ensuite à les réviser. Puis, donc l'intuitionnisme... Alors peut-être que j'ai une connerie, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais pour moi, en éthique, c'est difficile de défendre une forme d'intuitionnisme qui ne serait pas une forme de réalisme, d'une certaine façon. Mais l'usage des intuitions en éthique peut être justifié de façon non réaliste, par contre. Plus difficilement, mais par exemple, Rawls, c'est quand même un truc assez standard, et c'est standardement non réaliste, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Ouais, non, mais j'ai essayé d'imaginer une théorie dans laquelle on serait intuitionniste, mais on n'aurait pas une ontologie forcément réaliste. C'est vrai que j'arrive pas à imaginer le truc. Ouais, après ça dépend. En fait, il faut vraiment se demander quel est le but de la théorie morale. Quoi. Si l'idée c'est que vous décrivez une théorie morale et que les intuitions vous donnent accès,
Il y a forcément une forme de réalisme, Ouais, quoi. Forcément une Après, vous pouvez avoir des versions beaucoup plus modestes de ce que fait la philosophie morale, qui est essayer de construire une théorie qui peut être justifiée à partir d'intuitions communes, de façon à permettre de régler les désaccords entre des gens qui viennent d'horizons différents. Ouais. Et dans ce cas-là, vous pouvez justifier d'une certaine façon l'usage d'intuition dans un cadre non réaliste. Mais je ne suis pas sûr qu'on appellerait ça une sorte d'intuitionnisme, Ouais, vous voyez. non. C'est plus que là, dans ce cas-là, les intuitions servent C'est juste une méthodologie. ouais, de lien commun, quoi. De common ground sur lequel construire la théorie, quoi. D'ailleurs, c'est un peu... je ne vais pas trop parler de Green en général, mais il a un livre qui s'appelle Moral Tribes, qui a été traduit justement par Marcus Heller, Tribu morale, et il a un peu différents arguments pour l'utilitarisme dedans. Et son argument, c'est que déjà, lui est pas réaliste, c'est ça qui est toujours drôle, mais son idée, c'est que l'utilitarisme, c'est la meilleure théorie, parce que c'est celle qui repose sur des prémices sur lesquelles tout le monde sera d'accord. L'idée, c'est que tout le monde est d'accord que le bonheur, c'est bien, quoi. Ben, c'est un peu tout ce que tu as besoin pour l'utilitarisme, pour lui, d'une certaine façon. Si le bonheur, c'est bien, plus de bonheur, c'est bien, soyons utilitaristes. Et c'est vraiment comme ça qu'il construit le projet moral. Il dit, le projet moral, c'est que... et d'une certaine façon, il a raison, parce que c'est vrai que l'éthique, dans le sens de construction des théories morales, c'est quelque chose qui n'existe pas avant le XVIIIe siècle, quoi. Il n'y a pas de théorie morale, vraiment, chez les philosophes antiques, chez les philosophes médiévaux, il y a plus des discussions de cas précis, mais il n'y a pas de tentative de théorie morale générale. Donc Green voit ça plutôt comme la philosophie morale comme tentative de construire des théories, ce que fait la déontologie ou l'utilitarisme. C'est quelque chose qui n'existe que dans les cadres de sociétés dans lesquelles il y a des visions du monde très différentes et des morales très différentes qui doivent cohabiter. Alors je pense qu'il surestime largement l'homogénéité des cultures passées, mais on va passer là-dessus. En tout cas, voilà. Et donc le but, c'est de vraiment construire des théories sur des bases communes. Et dans ce cas-là, voilà, si on le comprend comme ça, on peut défendre un usage des intuitions qui fait appel à l'utilitarisme, qui ne fait pas appel au réalisme. Voilà, il y a 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, j'ai cru voir. Non. Bon, je vais juste présenter un peu ce dont je vais parler la semaine prochaine. Je vais juste faire l'introduction. Donc là, je vais présenter la troisième grande type de philosophie expérimentale qui est... alors, j'ai laissé le titre programme positif. Je n'ai même pas changé le titre. C'est fantastique. Bon, bref. Donc, qui est plutôt ce qu'on appellerait l'idée de la philosophie expérimentale comme science cognitive. Hein. Donc, c'est celle qui est défendue par Joshua Knob, qui a vraiment écrit un article, Experimental Philosophy is Cognitive Science. Voilà, en gros, c'est avant tout de la science cognitive. Et comme la science cognitive, ça inclut la philosophie, c'est pas non plus complètement fou. Il faut vraiment voir que c'est une vue qui paraît bizarre, mais qui n'est pas marginale, parce que là, j'ai repris un peu la liste des auteurs les plus productifs en philo expérimentale qui avait été donnée dans un papier récent. Donc, il est clairement très au-dessus de tout le monde. Donc, c'est vraiment un peu le daron, quoi. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui est atrocement gentil. C'est assez terrible. C'est quelqu'un, tu lui dis qu'il a tort, il fait « Oh, c'est génial !» Il fait... tu peux rajouter dans le papier une petite note. J'ai dit qu'il avait tort à Joshua Knob et il a dit ouais, j'avais raison, quoi. Ça fait bien quand tu soumets le papier quand même, quoi. Genre j'avais trop raison, regarde, il l'a dit. Non, c'est vraiment quelqu'un d'assez adorable et donc a du coup beaucoup aidé à développer le champ. Et il a vraiment cette vue qui est bah voilà, c'est de la science cognitive, quoi. Et vraiment, il est arrivé à défendre cette idée assez bizarre qu'en fait, ce que font les philosophes expérimentaux, malgré ce qu'on pourrait croire à première vue, ça n'est pas de l'analyse de concepts avec juste une couche d'empirisme dessus. Non, c'est le but principal de la philosophie expérimentale, selon lui, c'est d'essayer de détecter des patterns inattendus dans nos intuitions au sujet de concepts philosophiques clés, pas de proposer des analyses de ces concepts, sachant que ces patterns inattendus, ces résultats inattendus, peuvent ensuite donner du grain à moudre aux philosophes, et ont en tout cas déjà un intérêt en eux-mêmes, parce que si c'est inattendu, c'est que c'est intéressant, quoi. Donc vous voyez, on est vraiment plus sur l'idée, oui, est-ce que les intuitions sont fiables, sont pas fiables, etc. Non, il faut découvrir des choses inattendues au sujet des intuitions, et ça peut donner des choses sur lesquelles réfléchir aux philosophes. Et du coup, le champ dont on parlera la semaine prochaine, dans lequel il a travaillé avant tout, c'est le champ de la philosophie de l'action. Donc, je ne vais pas commenter l'article, mais du coup, la philosophie de l'action, ce qu'on appelle aussi théorie de l'action, pas que philosophie de l'action, c'est un ensemble de la philosophie qui est un peu à mi-chemin entre la philosophie de l'esprit et la philosophie morale, parce qu'elle touche à qu'est-ce que c'est qu'une action versus un comportement, qu'est-ce que c'est qu'une action intentionnelle versus une action tout court. Et c'est des questions qui sont à la fois importantes pour la philosophie de l'esprit, pour comprendre comment l'esprit humain marche. Parce que par exemple, qu'est-ce que c'est une intention, en quoi c'est différent d'un désir,
Est-ce qu'une intention, ça nécessite une planification? Est-ce qu'on peut dire que les animaux ont des intentions ou est-ce qu'ils ont juste des désirs? Tout ça, c'est des questions qui appartiennent à à la philosophie de l'esprit, mais on voit très bien que pour la philosophie morale, c'est très important. Déjà parce que tout simplement, le fait de savoir si une action est intentionnelle ou pas, en général, c'est quand même très important pour juger la responsabilité morale des agents. Sauf si c'est comme moi et que vous défendez la théorie bizarre sur laquelle ça n'a aucune importance, mais voilà, je vais être très minoritaire, donc je ne vais pas vous imposer ma vision de cette chose-là. Et aussi, on a vu que même dans certains, pas juste dans la responsabilité morale, mais certains dans le principe, par exemple, la doctrine du double effet, telle qu'elle est formulée, c'est voilà, c'est bien de sacrifier quelqu'un. Non, c'est pas bien, mais c'est acceptable de sacrifier quelqu'un pour en sauver d'autres, si ce sacrifice est juste un effet secondaire et pas quelque chose qui était visé, qu'on avait l'intention de produire comme un moyen. Et ça pose des questions aussi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'intention quand quelque chose a un effet secondaire, etc. Tout ça, c'est des questions dont parle la philosophie de l'action. Et en fait, il y a beaucoup de choses très bizarres qui se passent en philo de l'action sur nos intuitions au sujet de l'action intentionnelle, mais pas que vous avez pu voir dans l'article, mais on en discutera du coup la semaine prochaine. Voilà.